Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut ou Héronyme selon ce que vous préférez. Et aujourd'hui on a parlé de la nouvelle extension qui va bientôt sortir, la nouvelle édition Magic 2021. Oui, nouvelle édition de base, et édition de base, ma foi, on va pouvoir en parler un petit peu longuement. Mais avant toute chose, on va parler de la phase de pub. Et oui, la phase de pub où je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, on approche très vite des 2000 abonnés, ça serait vraiment génial qu'on y arrive prochainement. Qui plus est, j'essaierai de vous faire un petit épisode spécial en plus de vous donner un petit cadeau supplémentaire, bien sûr. Et derrière, n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour donner votre avis, à liker, à partager pour que vos amis puissent la voir. Tout ça, ça fait plaisir à YouTube et ça me fait plaisir également pour la chaîne pour qu'on puisse progresser et être de plus en plus nombreux à parler du commandeur ici. Sinon, vous pouvez également suivre la tour sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et ma foi, on est assez actif dessus, puisque tous les jours on propose une carte du jour, on répond également à vos questions, etc. Enfin bon, c'est aussi l'endroit où vous pouvez avoir les nouvelles du coup de la tour pour les lives sur Twitch, ou alors directement des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc bon voilà, et éventuellement les votes pour certaines vidéos, pour certains lives que je fais. Donc voilà, c'est la totale, donc c'est l'endroit où il faut aller, voilà. Et rappelez-vous également que vous pouvez soutenir la tour financièrement sur Utip et Tipeee, avec quelques publicités, avec des goodies, avec des compensations de votre choix. C'est vrai que je l'évoque pas assez, mais on a quand même pas mal de gros projets qu'on a envie de mettre en place pour la tour, des nouvelles émissions, de faire grandir éventuellement certaines émissions, et malheureusement ça ne peut pas se faire sans moyens financiers, voilà, il faut le dire. Et déjà, le soutien de tous ceux qui nous soutiennent déjà actuellement, tous les tipeurs, merci à eux beaucoup, parce que c'est extrêmement important. Ça fait vraiment du bien à la chaîne de pouvoir investir dans de nouveaux matériels et du coup d'avoir de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Merci à eux et merci à ceux qui les rejoindront par la suite. Sinon, on est là pour parler de la nouvelle édition de base, comme ils l'appellent, le Corset Magic 2021, ou que, comme la plupart du temps, je vais appeler M21. C'est plus rapide, et c'est, voilà, on sait tout de suite de quoi on parle. Édition de base, généralement, ça veut dire édition un petit peu moins intéressante, mais ces dernières années, vous le savez très bien, Magic 2019, Magic 2020, ont donné vraiment lieu à des très bonnes cartes. Donc du coup, ici, on va se lancer, on va voir un petit peu ce qu'il en est de cette édition M21, sachant que, exceptionnellement, d'habitude je ne parle pas des réimpressions, mais cette année il y en a un peu plus, et surtout des bien meilleures que les années précédentes, donc je vais être obligé d'en parler, et on va d'abord commencer par parler des nouveaux commandants de l'extension, des commandants qui sont réédités, des nouvelles cartes de l'extension, et puis ensuite des rééditions. On a Mangara le diplomate qui coûte 4 et dont un blanc, c'est un humain éclair 2-4 liens de vie. À chaque fois qu'un adversaire attaque avec des créatures, si au moins 2 de ces créatures vous attaquent et ou attaquent un Planeswalker que vous contrôlez, piochez une carte. Et à chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort à chaque tour, piochez une carte. Donc, ici la logique elle est assez simple en fait. Je veux dire, on est sur un commandant qui va dire oui, alors voilà, je suis un petit peu un jeu stacks entre guillemets, ou un jeu protection, un jeu politique, c'est-à-dire que vous allez gagner de la value, un petit peu à la manière du bleu avec Rhystic Study, c'est voilà, chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, du coup je pioche une carte, donc dès que vous commencez à enchaîner un petit peu les sorts, directement je vais piocher les cartes. En plus, il n'arrive pas trop tôt dans la partie, parce que bon, si c'était un commandant qui arrivait tour 2, en fait, c'est assez rare qu'à partir du tour 3, on commence à enchaîner 2 sorts par tour. Non, généralement, on attend un petit peu plus loin dans la game, en fait, pour pouvoir enchaîner les sorts. C'est assez rare de le faire avant. Mais bon, voilà. Il a des bonnes stats, bon, le lien de vie en plus, c'est sympathique. Le fait aussi de se protéger un petit peu des attaques adverses en disant, voilà, je vous dissuade en vous disant que vous me faites piocher une carte. Après, le problème, c'est que si jamais vous attaquez avec 15 créatures, vous piocherez quand même qu'une seule carte. Donc bon, voilà. Il y a une petite notion de value, une petite notion de stacks, mais qui n'est pas agressive envers les adversaires, mais plutôt qui est juste pour vous. C'est assez intéressant, c'est un design assez sympathique, qui change vraiment des autres commandants un petit peu stacks dans le même genre, voilà, qui contraignent un petit peu les adversaires. Là, on est plus sur une version très politique, parce que c'est un diplomate en même temps. Donc bon, après, je le mettrais plutôt pas vraiment en tant que commandant, parce qu'en mono blanc, on se limite pas mal. Je pense qu'on pourrait jouer dans un deck politique un petit peu Marchesa, Queen Marchesa, qui pourrait vraiment être cool, parce que bon, voilà, la politique dans ce genre de deck là, ça fonctionne bien. Et du coup, avec Mangara en plus, pourquoi pas quoi. On a Barin Archimage Tolarian qui coûte 3 dont 2 bleus, c'est une 2-2 humain et sorcier. Et quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez jusqu'à une autre créature ou Planeswalker, jusqu'à une autre cible, créature ou Planeswalker, dans la main de son propriétaire. Au début de votre étape de fin, si un permanent
a été mis dans votre main depuis le champ de bataille ce tour-ci, piochez une carte. Alors, c'est assez bizarre, parce que bon, on a un effet de bounce qui se fait du coup... alors non pas en flash, parce que du coup il n'a pas le flash, mais qui se fait vraiment du coup en plein... Enfin voilà, en rituel. L'avantage c'est que ça renvoie aussi des Planeswalkers, c'est cool, c'est assez marrant. Vous pouvez éventuellement bouncer des vôtres pour pouvoir les rejouer et qu'ils aient à nouveau leur pleine capacité de loyauté. Ok. Le fait est que le fait d'avoir un permanent qui est mis dans votre main depuis le champ de bataille sourcil qui vous fait piocher une carte, c'est assez drôle. Ça peut donner lieu à des stratégies un petit peu bizarres, notamment je pense à la stratégie de Chirios, qui a tendance à beaucoup jouer, en fait les Chirios sont les artefacts qui coûtent 0, du coup vous jouez plein d'artefacts qui coûtent 0, vous en tirez une value, bon vous avez Urza qui était aussi un bon commandant de Chirios. Ah bah oui, je peux faire du mana avec des artefacts qui coûtent 0, ça a l'air marrant. Donc voilà, et derrière, bah en fait, vous les renvoyez dans votre main, et du coup, vous en tirez une value. Généralement, bah voilà, c'est résultat paradoxal. Vous renvoyez autant de permanents que vous contrôlez dans votre main, et puis ensuite, vous piochez autant que de permanents que vous avez renvoyés. Et donc voilà, et du coup, vous les remettez en jeu ensuite, et vous retirez à nouveau une value. Donc voilà, c'est le genre de truc, en fait, qui fonctionne pas mal. Aussi avec les permanents qui font des cantrips, c'est-à-dire qu'ils font piocher en plus quand ils arrivent en jeu, ou quand vous les lancez. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais ça demande un build, à mon avis, très spécifique. Encore une fois, je me demande s'il serait peut-être pas mieux dans un autre deck, peut-être dans un deck Naban pour avoir un double effet d'arrivée en jeu, voilà, pourquoi pas. Ou alors du coup, ouais, dans des stratégies Chirios qui veulent vraiment accumuler la value, piocher plus de cartes parce qu'ils ont envoyé des permanents en main. Ça peut être pas mal, mais c'est très spécifique. En noir, on a Kervek le Malveillant, un humain psychagogue qui coûte 4, dont 2 noirs, c'est une 3-2. Les autres créatures gagnent -1/-1. C'est tout. Ouais, alors Kervek, la version précédente était beaucoup plus violente, en fait elle était en noir-rouge déjà. Ouais. Alors on a regardé un petit peu avec le reste de l'équipe déjà, on s'était dit bon, c'est pas très bon, parce qu'il y a une seule capacité, il n'a pas de capacité d'évasion, il est juste 3-2, voilà, il aurait pu être 3-3 quand même pour le coup de mana. Les autres créatures qui gagnent -1/-1, en fait, qu'est-ce que ça apporte? Parce que les créatures adverses, le problème c'est que la plupart du temps on n'a pas beaucoup de 1 d'endurance seulement. Alors certes vous allez les diminuer, voilà, bon, ok, c'est sympa, très drôle. Mais c'est tout quoi, je veux dire, on est en mono noir, en tant que commandant, ce qu'il peut faire en fait c'est jouer uniquement des créatures qui ont les effets à leur mort et qui ont 1 d'endurance. Parce que comme ça du coup, vous jouez la créature et directement en fait, sans moteur de sacrifice, elle va être automatiquement mise au cimetière, donc du coup elle va déclencher son effet de mort. Et c'est assez intéressant quoi, c'est le truc qui peut fonctionner, mais malheureusement ça restreint tellement le deck parce qu'on est en mono noir. Le moteur à sacrifice principal c'est notre commandant, et en plus derrière il exige que vos créatures n'aient que 1 d'endurance, et en plus derrière elle exige que vos créatures elles aient des effets à leur mort. Ça commence à faire beaucoup de restrictions en fait. Par contre, des decks dans lesquels vous pouvez les rentrer, sans aucun problème. Kervek, en fait, il s'intègre bien dans plusieurs decks, je dirais Grismold. Grismold, du coup, celui qui pond des 1-1 tokens et qui grossit chaque fois que les tokens, des tokens meurent. Et en plus, c'est bien parce que du coup, il en donne 4 à chacune de vos étapes de fin. Donc du coup, littéralement, si vous avez Kervek à côté, vous posez Grismold, Kervek est là, fin de votre tour, vous popez 4 plantes, donc une sur le champ de bataille de chaque joueur, et en plus elles vont toutes mourir tout de suite, donc du coup techniquement Grismold gagne 4 par cœur +1/+1. C'est extrêmement fort dans ce genre de cas. Après il y a aussi Vati Dal, voilà ça peut être marrant, Vati qui dit la créature ciblée gagne a une force ou une endurance de 1 jusqu'à la fin du tour, donc du coup ça peut être drôle si vous pouvez enchaîner comme ça. Voilà, après je vois pas beaucoup d'exemples dans lesquels c'est vraiment très fort. Après voilà, bon si vous voulez jouer Humility, lol, faire que toutes les créatures soient des 1-1, ok, mais je pense qu'en mono noir, en tant que commandant lui-même, ça va être très compliqué, vraiment extrêmement compliqué. Pour moi, il vaut mieux qu'il rentre dans les decks qui soient très adaptés, mais ça va être plus, voilà, ça va être encore un effet de anti-antienne, je devrais dire. On avait déjà la nuit de... Ah mince, j'ai oublié comment elle s'appelle. Night of Souls Betrayal, j'ai oublié le nom en français. Et en gros qui faisait pareil, -1/-1 toutes les créatures, t'es là, bon ok, voilà, c'est un autre effet supplémentaire qui fait la même chose, mais c'est pas fou quoi. En noir, on a également Vito, épine de la rose du crépuscule, il coûte 3 dont 1 noir, c'est un vampire éclair 1-3, et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, l'adversaire ciblé perd autant de points de vie. Et pour 5 dont 2 noirs, les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Alors du coup là on a un effet à la lien sanguin,
voilà, c'est exactement la même chose, chaque fois que vous gagnez point de vie, l'adversaire ciblé perd autant, c'est exactement le même effet. Et du coup, bah, on a à nouveau la combo qui existe avec 100 délectables, donc voilà, bah, la combo est là, elle existe, donc du coup ça fait une carte de plus qui fait combo avec cette carte-là. En plus, j'aime bien le fait, voilà, les créatures que vous contrôlez à 4 liens de vie jusqu'à la fin du tour, c'est sympathique, ça fonctionne bien. Avec sa capacité, donc oui, je suis un petit peu dubitatif, j'aurais bien aimé qu'il soit blanc-noir, parce que du coup, ben, en blanc, on gagne quand même beaucoup plus de points de vie, la combinaison est géniale pour faire ça, donc bon, c'est... je suis pas trop convaincu, après voilà, bah c'est combo, faut se le dire comme ça, c'est combo, et bon, la capacité sympa, voilà, donc... c'est pas mal, mais voilà, ça casse pas des briques non plus. Subidéral, Caravanière des Tulzidi. Une humaine chamane qui coûte 3 dont 1 noir, c'est une 2-3, elle a la célérité. Pour 1, une autre créature de ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Et pour 2 dont 1 rouge, vous l'engagez, vous défaussez de votre main. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez inflige blessure de combat à un joueur, piochez une carte. Alors, moi, j'étais là, oui, bon, alors c'est pas top, parce qu'en plus, elle peut pas se cibler elle-même pour ne pas être bloquée, ça aurait pu être un jeu un petit peu Voltron Boost, ça aurait été marrant, mais non, elle peut pas se cibler, donc du coup, c'est surtout un support pour un deck, du coup. En tant que commandant, alors, on m'a dit un truc, on m'a dit à l'oreille, quand j'en ai parlé, Gobelin. Parce que pourquoi? Bah, Gobelin, évidemment, vos créatures sont petites, généralement, alors du coup, vous jouez pas tellement les lords, vous jouerez plutôt les créateurs de jetons. Et derrière, vous dites, ah bah tiens, pour 2, je me défausse de ma main, donc généralement il va vous rester 1 ou 2 cartes, parce que les gobelins ont tendance à vider la main assez rapidement. Et derrière, bah, jusqu'à la fin du tour, bah, voilà, tous vos gobelins, ils vont faire, bah écoute, je pioche une carte chaque fois que j'inflige des blessures. C'est cool parce que c'est le genre d'effet qu'on n'a pas trop en rouge du tout, c'est plutôt ce que le bleu avait déjà. Donc là, le fait de pouvoir l'avoir dans les decks rouges, qui plus est basé avec des petites créatures, donc comme les gobelins, comme éventuellement les petits élémentaux, les jetons notamment, ça peut être pas mal, mais voilà, ça demande un build-up assez conséquent. Je pense que vous pouvez l'intégrer soit en tant que commandant dans des decks, alors j'aimerais bien voir ça, Subira, commandant gobelin, ou alors du coup directement dans le deck. Ça peut être quand même assez intéressant d'avoir un moyen de ne pas être bloqué déjà, et en plus derrière, un moyen de dire bah ok, j'ai moyen de refiler ma main avec ça. C'est assez intéressant, et ça peut fonctionner. On a ensuite Gadrak, le fléau des couronnes, qui coûte 3 dont 1 rouge, c'est un dragon. 5-4 avec le vol, oui je me suis pas trompé dans les statistiques. Il ne peut pas attaquer à moins que vous ne contrôliez au moins 4 artefacts. Et au début de votre étape de fin, créez un jeton trésor pour chaque créature non jeton qui est morte ce tour-ci. Très intéressant en fait Gadrak. Alors ça a pas l'air comme ça parce que vous dites mais attends 5-4 pour 3 qui peut pas attaquer, bon. Bah l'avantage c'est que déjà pour 3 vous avez un bloqueur 5-4 vol. Honnêtement je trouve que les statistiques sont pas trop dégueulasses, surtout que c'est juste attaquer, il peut toujours bloquer, c'est bien. Le fait est que je pense qu'on le jouerait bien dans un deck un petit peu qui joue tous les effets de blast, de masse, vous connaissez, voilà, pyroclasme, il y a aussi tous les effets de Earthquake, Magma Quake, qui en plus infligent des blessures uniquement aux créatures sans le vol. Donc du coup vous pouvez créer en fait une masse de jetons assez rapidement, et qui plus est, bah voilà, derrière vous les gardez pour que Gadrak puisse attaquer, et puis ensuite vous les utilisez pour éventuellement tuer d'autres créatures, et ensuite enchaîner comme ça. Ça m'a l'air sympathique, après voilà, c'est un build très spécifique. Après bon, si vous le jouez dans un deck très artefact, ça peut fonctionner aussi. Sachant qu'en plus on est en mono rouge, si vous voulez ramper un petit peu, ben il n'y a pas 36 solutions, ça va être des cailloux essentiellement. Vous avez aussi la malédiction d'opulence qui est aussi en rouge et qui fait justement des trésors sous votre contrôle. C'est même pas des trésors, pardon, ce sont des jetons or sous votre contrôle. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Vraiment, je pense que ça peut fonctionner assez vite, et du coup avoir un commandant qui est un petit peu Voltron comme ça, et qui gère en même temps le board avec les effets qui fonctionnent avec lui. Donc oui, non, ça peut être bien. Jolrael, recluse de la Novuli, qui coûte 2 dont 1 vert, c'est une 1-2 humanoïde. Et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature 2-2 verte chat. Et pour 6 dont 2 verts, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de XX, X étant le nombre de cartes dans votre main. Alors, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui m'embête, c'est que la pioche en vert, généralement, elle est liée à un truc en particulier, c'est au fait de lancer des créatures. Le problème, c'est que actuellement, Jolrael ne nous permet pas non plus de lancer des créatures quand on le souhaite. Et elle nous dit que à chaque tour, la deuxième carte qu'on pioche va nous permettre de faire une 2-2 chat. Ce qui est pas mal. Je veux dire, c'est un jeton en plus, c'est un body en plus, c'est pas mal. Le problème, c'est vraiment que pendant les tours adverses, je ne me vois pas beaucoup lancer de créatures en flash. Parce que déjà, c'est assez compliqué à mettre en place. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui le permettent en mono vert. Donc bon, ouais, ok.
Du coup ça fait qu'on perd la value techniquement. Si on peut pas lancer 2 créatures durant les tours adverses, ça ne fonctionnera pas aussi bien. Donc oui, alors en plus sachant qu'il faudrait garder du mana pendant les tours adverses, ça commence à faire beaucoup en fait de restrictions. Donc oui, là j'ai un petit doute. Ensuite, sa deuxième capacité, en fait, ça me rappelle beaucoup trop les capacités de Kamigawa qui se basaient sur le nombre de cartes dans vos mains. Et c'est pas très bon, en fait, honnêtement. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment enchaîner, réussir à avoir 36 effets de pioche sur le lancement des créatures. Ça existe, hein, je veux dire, voilà. On a Projet Gardien qui a été sorti cette année, enfin l'année dernière. On a également, comment il s'appelle, le Chuchoteur de Bêtes, également, qui fait pareil. C'est assez intéressant, il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Mais c'est très contraignant en fait vis-à-vis de la deuxième capacité parce que bon, du coup ça veut dire qu'il faut accumuler beaucoup de cartes en main, pas les jouer, avoir beaucoup de créatures sur le champ de bataille. Ouais mais bon à un moment si tu veux avoir des créatures sur le champ de bataille il faut quand même lancer des cartes. Donc du coup voilà, il faut quand même utiliser des cartes en main donc ouais c'est compliqué, c'est très compliqué. Après j'ai aussi une petite astuce pour la première capacité. C'est Bibliothèque Sylvestre, parce qu'en fait Bibliothèque Sylvestre dit techniquement que vous piochez 3 cartes, et parmi les 3 que vous piochez, vous en remettez 2 au-dessus de la bibliothèque. Au minimum. Donc voilà, mais le truc c'est que du coup vous avez pioché techniquement 2 cartes. Et du coup, Jolrael va trigger. Donc avec Bibliothèque Sylvestre, c'est très intéressant, mais voilà, si c'est juste pour avoir cette synergie là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, et puis bon, c'est une seule carte dans votre deck. Par contre, il y a un deck dans lequel je pense que Jolrael, elle se mettra bien en place, c'est dans True Lane. Parce que True Lane, du coup, comme lui, il fait de la value et qu'il fait piocher à chaque fois que vous lancez un sort de créature, et qu'en plus, il vous permet de lander derrière, bah du coup, vous accumulez beaucoup de value assez rapidement. Si vous jouez en plus, du coup, tous les effets qui font que vous piochez plus quand vous lancez des sorts de créatures ou quand il y a des créatures qui arrivent en jeu, ça fonctionnera encore mieux, en fait. Du coup, votre deck True Lane, il va faire beaucoup de value, il va piocher énormément, c'est un peu le but. Et Jolrael, elle sera là, elle sera contente, en fait, parce qu'à chaque fois que vous piochez, du coup, vous allez faire des chats, c'est nickel. Et derrière, vous n'avez plus qu'à partir en mode écoute je vais juste cumuler la value, Jolrael ça sera un soutien en plus qui dira à un moment tiens j'ai 10 cartes en main, toutes mes créatures c'est 10-10. Bon, il faudra leur donner le piétinement aussi parce que là c'est un peu problématique. On a Nyambi, oratrice respectée qui coûte 1 blanc et 1 bleu, c'est une humaine éclair 2-1 qui a le flash et quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez envoyer une autre créature ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire et si vous faites ainsi, vous gagnez un nombre de points de vie égal au coût converti de mana de cette créature. Donc il y a encore une capacité à évoquer, mais déjà la première est intéressante. Donc la deuxième capacité, c'est pour 3, dont un blanc et un bleu, vous l'engagez, vous défaussez d'une carte légendaire, vous piochez 2 cartes. Alors, j'aime beaucoup la première capacité, en fait, qui est littéralement un sauvetage. Hein. Voilà, c'est hop, j'arrive en flash, et puis boum, je sauve ma créature d'un effet, voilà, une vrasse, ou même, enfin, une vrasse quand même pas, mais ça peut être juste, voilà, un anti-bête, boum, je la joue, et puis, voilà, j'ai protégé. Ce qui est bien, c'est que ça pourra probablement dissuader pas mal de vos adversaires, tant que vous l'avez en zone de commandement, en fait, de gérer n'importe laquelle de vos grosses créatures. Donc c'est assez intéressant, parce que du coup on a une protection littéralement annoncée dans la zone de commandement. Sympa, ça peut fonctionner vraiment bien. Derrière, il y a probablement des synergies à faire, je vais en reparler un petit peu après. La deuxième capacité me laisse un peu plus dubitatif, parce que, en fait, défausser une carte légendaire, généralement les cartes légendaires, je sais pas pour vous, mais moi... elles sont utiles en fait dans mon deck. J'ai pas vraiment envie de m'en défausser. Donc voilà, je sais pas, ça me semble vraiment étrange. Après, surtout, le problème c'est qu'il y a une carte, une créature en particulier que j'aurais évoqué dans un deck légendaire, c'est Kétis, mais il est en Abzan, donc du coup il contient pas le bleu. Donc du coup c'est impossible de jouer Nyambi dans Kétis. Alors, en tant que commandant en elle-même, elle est là pour protéger surtout vos créatures, du good stuff je pense surtout. Après bon, le fait de gagner des points de vie aussi à la protection c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a un deck encore une fois dans lequel elle peut s'intégrer bien, c'est encore une fois True Lane. Pourquoi? Parce que en fait True Lane qui va dire tiens tu lances en flash, boum du coup je vais me permettre de piocher, éventuellement mettre un terrain en plus. Derrière elle arrive en jeu, elle renvoie le permanent en question. Si jamais vous avez le Cloudstone Curio, voilà le bibelot de pierre nuage, du coup vous pouvez envoyer 2 créatures dans la main de leur propriétaire. Celle avec la capacité de Nyambi, celle avec le bibelot. Et du coup derrière c'est de la value supplémentaire parce que vous les renvoyez en main, et vous pourrez les rejouer ensuite avec True Lane en disant voilà hop je joue, boum, du coup ça me permet de mettre à nouveau un terrain, et en fait vous accumulez une value, et vous avez des triggers un petit peu dans tous les sens qui peuvent juste faire des trucs un petit peu cons. Alors voilà, c'est une petite value supplémentaire, mais étant donné que Nyambi fait gagner des points de vie, ça peut être très utile, c'est une autre version en fait, c'est un ajout supplémentaire dans cette synergie là. Et dernier commandant de l'extension, Radha, Cœur de Keld.
Un elfe guerrier qui coûte 3 dont un rouge et un vert. C'est une 3-3 et tant que c'est votre tour, elle a l'initiative. Et vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment et vous pouvez jouer des terrains depuis le dessus de votre bibliothèque. Pour 6, dont un rouge et un vert, elle gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Sympathique. Alors Radar, on a eu 3 versions, la première était ouais, la deuxième était ouh, et la troisième ici elle est correcte, elle est bien. Pourquoi? Parce que déjà, bon, on est beaucoup sur l'agression, hein, le fait d'avoir l'initiative uniquement pour votre tour, ça veut tout dire. Hein, voilà, c'est pas pour vous défendre, c'est pour attaquer. La deuxième capacité est vraiment intéressante parce que du coup on a une extension de main, on a un regard permanent. Parce que j'ai des gens qui ont dit oui non mais attends c'est pas non plus si pété que ça permet pas de jouer systématiquement les terrains, enfin un terrain supplémentaire par tour par exemple. Oui mais techniquement bah voilà vos effets qui font que vous pouvez jouer un terrain supplémentaire par tour, si vous pouvez les jouer depuis le dessus de la bibliothèque vous serez très content. Parce que du coup vous allez pouvoir enlever les cartes inactives entre guillemets les terrains et du coup passer et permettre d'avoir des cartes actives au-dessus de votre bibliothèque. Mais Radar de manière générale, bah, c'est quand même un regard permanent. Vous savez, vous pouvez anticiper littéralement les prochains plays que vous pourrez faire, les prochaines pioches. Donc c'est très intéressant. Le plus X est sympathique, mais il faudra un moyen de lui donner le piétinement. Après on est en rouge-vert, je pense que vous n'aurez pas de problème à le faire, hein, sérieusement. Donc voilà, ça marche bien. Et je pense que ça sera un commandant sympathique, qui est dans le rouge-vert, probablement qui sera beaucoup joué dans les decks pour sa deuxième capacité. Le plus X étant un petit peu anecdotique. Ou alors de le jouer de manière un petit peu Voltron si vous le souhaitez, avec du mana ramp, avec pas mal de choses à faire, mais voilà. C'est bien, mais c'est pas non plus extrêmement puissant. Alors le seul commandant qui était réédité dans cette édition, c'est Azusa égaré mais en quête, qui coûte 3 dont un vert, c'est une humain et moine, 1-2, qui vous permet de jouer 2 terrains supplémentaires pendant chacun de vos tours. Bah si vous la connaissiez pas, voilà, Azusa. Alors un deck autour d'Azusa, c'est assez facile à monter, c'est du ramp, beaucoup de terrains, parce que du coup, vous voulez vraiment en fait que vos terrains soient en main pour pouvoir les poser en masse avec Azusa. C'est gros ramp, gros build, et puis voilà quoi. Le problème c'est qu'Azusa, je l'aime beaucoup, hein, je la cherche depuis un petit moment en fait pour certains de mes decks. Mais d'ailleurs du coup je suis content, parce que c'est une carte qui est assez difficile à trouver, qui est assez demandée sur le marché, donc c'est pas mal du tout qu'il la réédite. Mais je préfère quand même un sort de rampe, enfin des sorts de rampe à juste Azusa. Voilà, pour moi les deux se complètent, mais il faut pas dire ah bah j'ai Azusa, je vais pas mettre mes sorts de rampe. Pourquoi? Parce que mettre des terrains en jeu en plus depuis votre main, ça veut dire qu'il faut que vos terrains soient en main. Et du coup ça veut dire qu'il faut que vous ayez absolument des terrains. Si vous n'en avez pas, vous n'avez aucune value qui est ajoutée de Azusa. Mais ça peut s'enchaîner très vite. Généralement sur les premiers tours de jeu, si vous pouvez jouer Azusa par exemple le tour 2, imaginons, hein, vous avez mis un Dork et boum, Azusa T2, et le fait de pouvoir directement dire hop je mets 2 terrains supplémentaires ce tour-ci, donc du coup vous en avez déjà 5 mana cumulés techniquement, ça devient extrêmement puissant. Donc voilà, c'est un gros coup de boost en début de partie et qui doit continuer à être alimenté par votre deck par la suite. Sinon ça devient un petit peu, voilà, c'est le gros coup de boost quoi. C'est tout. Alors parlons maintenant des nouvelles cartes de l'extension. On va commencer avec le blanc évidemment. On va commencer avec Basriket qui est le nouveau Planeswalker blanc qui coûte 3 dont 2 blancs, il arrive avec 3 de loyauté. Le plus 1 ciblé jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus 1 sur elle qui est indestructible jusqu'à la fin du tour. Sympathique, le marqueur ok, d'accord. Et l'indestructible en plus, bon là c'est très agressif encore une fois, puisque c'est jusqu'à la fin du tour, c'est pas jusqu'à votre prochain tour. Donc oui, je dirais oui, c'est un bon petit plus 1. Le moins 2, jusqu'à chaque fois qu'au moins une créature non jeton attaque ce tour-ci, créez autant de jetons de créatures 1-1 blanche, soldat, engagé et attaquant. Alors ouais, c'est assez violent en fait, parce que au début je me disais en voyant le début de la formulation, oui c'est à chaque fois qu'au moins une créature attaque vous allez créer un jeton. Non, c'est à chaque fois que vous avez au moins une créature qui attaque vous allez créer autant de jetons. Donc du coup en plus ça double littéralement le nombre d'attaquants, hein. Voilà il faut le dire comme ça. C'est assez intéressant en plus si jamais vous aimez jouer en troll à 2 têtes, puisque techniquement c'est pas forcément les créatures que vous contrôlez, c'est à chaque fois qu'une créature non jeton attaque ce tour-ci. Donc du coup techniquement les créatures de vos coéquipiers compteront aussi. Coéquipier, hein, si jamais vous êtes en troll à 2 têtes. Si techniquement vous êtes en alliance, vous jouez pas en même tour, etc. Donc c'est pas pareil. Donc voilà, c'est très intéressant le fait de pouvoir du coup créer pas mal de jetons, c'est assez agressif. Ça marche bien en fait. Si vous avez un board déjà bien rempli en fait au moment où Basriket arrive en jeu, se dire bah oui voilà je mets mes jetons, engagé attaquant, paf. Par contre du coup, ils arrivent engagés et attaquants. Donc du coup c'est pas des protections pour Basriket. Il faut quand même garder un minimum de protection pour l'empêcher de se faire gérer. Le -6 dit vous gagnez un emblème avec au début du combat pendant votre tour, créez un jeton de créature 1-1 blanche soldat, puis mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Alors oui, je l'ai pas évoqué dans la capacité -2, mais Croisade Cathare,
Voilà, chaque fois qu'il y a une créature qui arrive en jeu, vous mettez un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures que vous contrôlez. Très efficace avec le -2, mais aussi le -6, il ressemble un petit peu en fait. C'est juste, voilà, au début du combat, je vais mettre un jeton, et du coup derrière, je vais mettre un marqueur sur chacune de mes créatures. Encore une fois, Croisade Cathare, c'est très efficace avec ce genre de commandant, ce genre d'effet. Et du coup, le -6, là, je trouve vraiment sympa en fait. C'est vraiment une value ajoutée. Alors du coup, il va falloir faire en sorte que les créatures continuent d'affluer, quoi. On est sur un deck Winnie White assez créature, hein, ça il faut le dire. C'est pas le genre de Planeswalker que vous allez jouer en fait, juste pour dire, voilà, je le mets dans mon deck qui joue un petit peu de créatures, tout ça. Non, là on est vraiment grosse créature, marqueur +1/+1 surtout, et ça fonctionne bien. Le lieutenant de Basri, la première carte qui est évoquée avec Basri, qui coûte 4 dont un blanc, c'est une 3/4 humain et chevalier avec vigilance, protection contre le multicolore, oui messieurs dames, et quand il arrive sur champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée, sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et à chaque fois que le lieutenant de Basri ou une autre créature que vous contrôlez meurt, si elle avait un marqueur +1/+1 sur elle, créez un jeton de créature 2/2 blanche chevalier avec la vigilance. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Combo! Puisque évidemment, il y a déjà des combos qui ont été trouvés par la communauté. Déjà, j'en parlais tout à l'heure, Croisade Cathare, parce que évidemment, une de vos créatures meurt, du coup derrière vous refaites un chevalier. Croisade Cathare, techniquement tout le monde gagne un marqueur +1/+1. Si vous avez un moteur à sacrifice à côté, du coup en fait vous faites moteur à sacrifice de manière infinie. Parce que techniquement à chaque fois, la créature qui va arriver va déclencher Croisade Cathare. Et du coup elle va gagner un marqueur +1/+1 et du coup pour la sacrifier à nouveau. Donc du coup chevalier meurt, nouveau chevalier arrive, gagne un marqueur +1/+1, chevalier meurt, du coup nouveau chevalier arrive, etc. Et du coup vous avez des effets d'arrivée en jeu infinis. Vous avez surtout un truc qui peut booster littéralement tout votre board de manière infinie. Donc lol. Et en plus derrière, vous avez aussi la possibilité de le faire avec la licorne, blanc-verte de Modern Horizon. Voilà, qui fait pareil, qui dit que chaque créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle sur le champ de bataille. Et aussi, truc un petit peu couillon, vous avez simplement moyen de jouer avec aussi, comment il s'appelle, Rythme de la forêt. Enfin voilà, tout ce qui fait en fait, littéralement, tout ce qui fait que vos créatures arrivent avec des marqueurs +1/+1 sur elles, ça fonctionne. Grumgully fonctionne aussi techniquement si c'est pas des humains que vous jouez. Voilà, mais bon, techniquement vos chevaliers sont pas humains, donc déjà c'est bon. Donc oui, en fait derrière vous faites moteur à sacrifice, vous pouvez le jouer en mode aristocrate, vous pouvez le jouer, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, ce lieutenant de Basri en fait ça va devenir un des staples d'un seul coup pour les decks blancs qui veulent, enfin pas uniquement blancs, hein, mais qui ont du blanc, et qui veulent vraiment dire tiens je fais les combos débiles à base d'aristocrate et de marqueur +1/+1. Et ça fonctionne quoi. La solidarité de Basri a un rituel qui coûte 2 dont un blanc et qui dit que vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Voilà. Alors ça semble rien comme ça, vous dites, oui c'est un marqueur. Oui, sauf que dans le format on a quand même des trucs qui doublent le nombre de marqueurs, qui donnent un marqueur supplémentaire pour chaque marqueur ajouté, et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, le vert sera quasiment auto-inclus, vous pouvez même jouer en Abzan avec le blanc-noir-vert, et ça fonctionne bien en fait. Et surtout le fait d'avoir un jeu qui est basé sur les marqueurs +1/+1, le moment où vous dites, ah oui, je mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle, c'est wow. J'ai pas besoin d'en parler plus quoi, solidarité de Basri, c'est un auto-inclus. Aérin de Griffon, un enchantement qui coûte 2 dont un blanc. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, vous créez un jeton de 2/2 Griffon avec le vol. Ma foi, vous connaissez Accord Angélique, voilà, pour 4 il fait la même chose, il fait un ange si vous gagnez 4 points de vie au début de chaque étape de fin. Alors là c'est uniquement au début de votre étape de fin. Malheureusement il y a beaucoup de cartes dans cette extension qui disent uniquement au début de votre étape de fin. C'est un peu dommage, sachant que nous on aime bien le multijoueur et qu'on a quand même 4 tours de jeu à une table au minimum. Donc oui, enfin c'est assez problématique, mais ça fonctionne quand même bien dans tous les decks qui veulent gagner des points de vie, parce que là ici il coûte que 2, il ne manque que 3 points de vie, et il fait des 2 de vol, donc au moins des bons bloqueurs ou des bons attaquants pour la suite. Lumière de promesse, un enchantement aura qui enchante une créature qui coûte 3 dont un blanc. La créature enchantée A, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur cette créature. On avait Lien Solaire qui faisait exactement la même chose, et ici on a Lumière de promesse qui coûte 1 de moins que Lien Solaire, et qui fonctionne tout aussi bien. Alors pourquoi est-ce que je m'attarde sur cette carte là? Parce que vous me dites, bah oui c'est sympathique, encore une fois des marqueurs +1/+1, mais en fait il y a le côté gain de points de vie. Et il y a un commandant en particulier, c'est Karlov du Conseil Fantôme, qui aime beaucoup le fait de gagner des points de vie, et qui aime beaucoup le fait de gagner des marqueurs. Donc du coup les deux cumulés, c'est vraiment une carte qui sera auto-inclue dans ce deck là, puisque je l'ai aussi. On a également un autre enchantement, encore une fois, 9 vies, qui coûte 3 dont 2 blancs. C'est un enchantement avec la défense talismanique, et si une source de V vous inflige des blessures, prévenez ces blessures et mettez un marqueur incarnation sur les 9 vies. Quand il y a au moins 9 marqueurs incarnation sur les 9 vies, exilez-les. Et quand les 9 vies quittent le champ de bataille, vous perdez la partie. Alors, je vais être assez clair en fait avec
avec cette carte-là. L'illustration est magnifique, il y a un flavor derrière avec tous les lords de chats, enfin tous les gros chats connus de l'histoire qui sont derrière. C'est assez beau. Mais j'ai vu des gens directement je vais le dire comme ça, mais juste devenir complètement dingue à propos de cette carte en disant « Ouah là là, mais je vais jouer avec Solennité ». Bah oui, parce que Solennité empêche vos permanents de prendre des marqueurs. Et ça tombe bien parce que du coup, 9 vies, s'il n'y a pas de marqueurs qui sont mis en plus, bah du coup, vous n'avez pas besoin d'exiler. Voilà, elle va pas en gagner, donc du coup, elle n'arrivera jamais à 9 marqueurs incarnation. Et oui, mais maintenant, je vais dire un truc. La dernière capacité, c'est quand elle quitte le champ de bataille, pas quand elle est exilée. Donc du coup, si je dis, je sais pas, faille cyclonique, eh ben vous perdez la partie. Si je dis Flood of Tears, et bah du coup vous perdez la partie. Si je dis, comment c'était encore, Reverse Rebuke, voilà, qui fait pareil mais sur uniquement un joueur, vous perdez la partie. Si je dis je détruis tous les enchantements, vous perdez la partie. Donc du coup, honnêtement, enfin, les gars, calmez-vous. Je veux dire, à moins que vous ayez moyen de rendre vos enchantements tous indestructibles, ça fonctionne beaucoup moins bien que ce que vous pensez. Et en plus de les rendre indestructibles, il faudrait vraiment en plus faire en sorte qu'ils puissent pas être renvoyés dans votre main. Ce qui est couillon parce qu'en commandeur c'est jouer. Donc voilà. Ne soyez pas aussi prompt à la jouer que ce que vous pensez, parce que voilà, vous prenez un énorme risque. À partir du moment où vous avez une carte sur votre champ de bataille qui dit que vous pouvez perdre la partie d'une certaine façon, les adversaires vont s'empresser de le faire. Les deux dernières cartes du blanc, je vais vous les évoquer ensemble parce qu'elles montrent qu'il y a un changement dans Magic. Alors c'est le chef de la meute et le sauveur dévoué. Le chef de la meute est un chien, tout court, qui coûte 2 dont un blanc, c'est une 2-2. Les autres chiens que vous contrôlez gagnent +1/+1, et à chaque fois que le chef de la meute attaque, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci au chien que vous contrôlez. Oui, un lord de chien, car Wizard s'est dit, on a fait beaucoup de chats ces dernières années. C'est un type de créature qui existe depuis le début de Magic, voilà, qui a été beaucoup mis en avant, que les gens sont super contents parce que voilà, c'est leur animal de compagnie préféré, mais les joueurs de chiens, les gens qui préfèrent les chiens, comme moi, alors les chats sont sympas, hein, mais voilà, les chiens, c'est des good doggo, et ben du coup, eux, ils ont été un peu mis de côté. Et du coup, ils se sont dit, bah on va mettre un lord de chien, le chef de la meute. Et du coup, tous les chiens, alors là, je viens d'apprendre ça littéralement il y a une demi-heure, tous les chiens de chasse, qui étaient l'autre type qui existait auparavant, deviennent maintenant des chiens. Donc voilà, en gros, il y a un errata de masse qui a été effectué là-dessus, pour que du coup, ben, il y ait plus de créatures qui est le type chien. Voilà, donc c'est bien, on a le Good Doggo ici, qui est le leader de la meute. Et ben, ma foi, sa capacité +1/+1, bah, c'est un lord classique, mais ce qui est bien, c'est que déjà, il a un bon body de base, donc ok. Et en plus, derrière, le fait qu'il prévient toutes les blessures de combat infligées au chien quand il attaque, du coup, ouais, si vous faites un tribal chien à un moment, ça a l'air intéressant. Donc, à voir avec les chiens déjà existants, à voir avec les chiens erratés, ceux qui sont les nouveaux de M21 aussi, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et on va parler maintenant du sauveur dévoué. Alors, lui, je l'aime beaucoup, pas uniquement parce qu'il est un chien, parce que, alors, regardez, il est super content, ce chien. Il coûte 1, et c'est une 1-1, vous le sacrifiez, et une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Alors là, lui, il va rentrer dans mon téchar tout de suite. Pourquoi? Bah parce que, tout simplement, une créature qui peut se sacrifier elle-même, qui est à bas coût de mana, elle coûte que 1, donc du coup, il peut sacrifier elle-même pour protéger une autre créature, sans avoir à s'engager, c'est extrêmement puissant en fait. Il y a des decks dans lesquels vous aurez envie de le rentrer, si vous avez vraiment envie, des jeux réanimateurs ou des jeux aristocrates qui ont envie de protéger leur commandant de manière efficace, et ben en fait ça fonctionne très bien. Passons maintenant au bleu. Le bleu a quelques bonnes cartes, il paraît. Il paraît. On va commencer avec Discontinuité, un éphémère qui coûte 6 dont 3 bleus, et qui dit que tant que c'est votre tour, il coûte 2 et 2 bleus de moins à lancer. Et il fait quoi, cet éphémère? Et ben il dit terminer le tour. Alors terminer le tour, en fait, techniquement, ça exile tous les sorts et toutes les capacités de la pile, y compris cette carte-là. Et en fait, le joueur lancé le tour va passer directement à la phase de clean-up, en fait, l'étape de nettoyage, comme on l'appelle, et il ne passe pas par l'étape de fin. Voilà. Alors oui, il ne passe pas par l'étape de fin, parce que techniquement, l'étape de fin n'est pas la dernière phase du tour, n'est pas la dernière étape du tour, c'est l'étape de clean-up, la clean-up step comme on l'appelle, qui est l'étape de nettoyage dans laquelle en fait, on se défausse des cartes qu'on a en trop en main, et voilà, et tous les effets qui disent jusqu'à la fin du tour, etc. sont terminés, et en plus, on enlève toutes les blessures que les créatures ont subies ce tour-ci. Donc voilà, ça, c'est littéralement... En fait, j'aime beaucoup cette carte pour deux raisons. Enfin, beaucoup plus que deux raisons en fait. La première, c'est que techniquement, elle ne coûtera que 2 à lancer, 1 et 1 bleu à lancer pendant votre tour. Mais techniquement, alors on dit c'est uniquement pendant votre tour, pas le fait de lancer en rituel. Donc techniquement, vous pouvez le faire en réponse toujours à un sort adverse, ou aussi à une capacité déclenchée qui se déclenche par exemple au début de votre étape de fin. Voilà,
comme par exemple sacrifier ce jeton au début de votre étape de fin, ce qui est un truc très courant et qui était déjà abusé en fait avec Sundial of the Infinite, qui est activable uniquement durant votre tour, mais vous pouvez l'activer aussi à votre étape de fin. Et du coup ça faisait que techniquement, sacrifier ce jeton là au début de votre étape de fin, la capacité se met en pile, vous faites discontinuité pour 2, et techniquement en fait la capacité sera exilée de la pile, et elle ne se déclenchera plus parce qu'elle s'est déjà déclenchée même si elle ne s'est pas résolue. Donc voilà, très intéressant pour ça. Aussi, le garde-fou en fait, tout simplement le super garde-fou. Techniquement on est sur un super contre-sort presque durant votre tour, c'est dire pour 2, tu essaies de faire un sort, je sais pas, par exemple, une Cyclonic Rift, lol, et pour 2, boum, voilà, on va terminer le tour ici. Certes, je peux plus jouer, mais au moins, j'ai exilé ta Cyclonic Rift, tu pourras pas la récupérer, pas la relancer, et en plus, elle se résout pas. Donc voilà, vraiment très intéressant. Et derrière, honnêtement, à la même échelle que Cyclonic Rift, discontinuité pendant les tours adverses, c'est un garde-fou. Littéralement, pour 6, je suis prêt à la jouer, y a pas de problème, elle va rentrer dans les decks, c'est évident. Pourquoi ? Parce que dire à un moment à l'adversaire, ah tiens, moi je commence à... Le mec sort sa pièce de combo, et là vous dites, non, discontinuité. Écoute, voilà, son sort il est exilé, son tour est fini, donc littéralement il peut même pas se venger sur vous, puisque techniquement il a même pas le temps de jouer quoi que ce soit. Enfin il a le temps, il a le droit de faire des réponses et de dire voilà je contrecarre ton sort, etc. Ou de jouer un éphémère, mais ou d'activer des capacités. Mais voilà, il pourra pas faire grand chose en lançant une phase d'attaque derrière, etc. C'est assez limité. Donc discontinuité pour moi c'est vraiment un nouveau garde-fou pour le bleu qui, il y avait essentiellement Cyclonic Rift, maintenant il y aura discontinuité en plus qui fonctionne différemment en fait. Donc bon, très intéressant quand même. On a la baleine pourchassée, une baleine, c'est une créature qui coûte 7, donc 2 bleus. Elle est 8-8, et quand elle arrive sur champ de bataille, chaque adversaire crée un jeton 1-1 rouge pirate avec cette créature ne peut pas bloquer, et les créatures que vous contrôlez attaquent à chaque combat si possible. Et les sorts qui ciblent la baleine, qui viennent de la part de vos adversaires, coûtent 3 de plus à lancer. Là c'est Moby Dick, hein. Voilà, hein. On va parler, c'est Moby Dick. Baleine pourchassée, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant ? Parce qu'on se dit, ok, mais les adversaires vont m'attaquer moi. Si vous jouez un deck un petit peu pilo forte ou un peu prison, vous avez tout à fait moyen en fait de bloquer les adversaires et de dire, non, vous pouvez les attaquer juste entre vous. Lol. Donc bon, voilà, c'est vraiment intéressant. Dire, voilà, j'ai propagande, vous devez payer 2 pour m'attaquer moi, donc du coup vous êtes obligé de vous attaquer entre vous. Ok. Voilà, tout ce genre d'effet là en fait qui peut vraiment être cool, qui peut vraiment bien fonctionner. Et qui plus est derrière, en fait vous avez une 8-8. Même si vos adversaires vous attaquent, il y a tout à fait moyen en fait que vous bloquez juste. Voilà, vous laissez passer le pirate pour qu'il continue à faire attaquer les autres créatures, mais vous pouvez juste bloquer, enlever des créatures qui sont très importantes pour les adversaires. Et voilà quoi, je pense que pour cette mana, avoir une 8-8 c'est quand même plutôt pas mal. Donc bon, et puis vous pouvez le mettre dans le deck Paila, avec toutes les créatures de la mer. Voir la vérité, un rituel qui coûte 2 dont un bleu. Vous regardez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque, mettez l'une de ces cartes dans votre main, et le reste au-dessous de votre bibliothèque, au-dessous de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Si ce sort a été lancé depuis autre part que votre main, mettez chacune de ces cartes depuis votre main à la place. Mettez chacune de ces cartes dans votre main à la place. Oui, enfin je veux dire, oui, c'est bien. Alors déjà parce qu'on est sur un petit anticipate en fait, voilà, bon. Je regarde 3, j'en prends une, je mets les restes en dessous. Ok, pourquoi pas. Mais surtout en fait parce que techniquement lancer depuis le dessus de la bibliothèque c'est faisable. Je pense notamment à Melek, qui peut en plus le copier. Lol. Et en plus à Elsha, voilà, qui fonctionne bien, qui permet de le lancer en plus en éphémère. Et je pense aussi au fait de relancer depuis le cimetière, par exemple avec Kess. Ça fonctionne bien comme je veux dire. Littéralement un rituel qui vous dit piochez 3. T'es là ok. Enfin pour 2 je suis d'accord, moi je prends tous les jours, y a pas de problème. Donc vraiment très intéressant, rien que l'effet de base en fait, sans avoir lancé depuis ailleurs, est déjà sympa. Mais alors c'est vrai que le fait de pouvoir avoir un effet supplémentaire en le relançant depuis le cimetière par exemple, ça peut être très intéressant pour les joueurs de caisse. Continuons avec l'entité et l'orage, une créature élémentale qui coûte 5 dont 2 bleus, c'est une 3-3 vol, prouesse, quand elle arrive sur le champ de bataille, regarde 2, mais surtout en fait, elle coûte 2 de moins et un bleu de moins à lancer si vous avez lancé un sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci. Ce qui fait que du coup elle coûterait que 2 mana, 1 et 1 bleu à lancer. Alors, vous pouvez me dire, oui non mais attends, c'est pas super top quand même, c'est juste une bête qui grossit avec la prouesse, voilà. Bon alors, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de dire, voilà, je fais un opt par exemple, et derrière je joue l'entité et l'orage pour 2. C'est-à-dire que littéralement vous avez joué pour
enfin vous avez payé 3 mana pour une vol prouesse 3-3, qui en plus va faire un regard 2 quand elle arrive quand même, hein. C'est assez intéressant. Donc voilà, le petit regard 2 qui permet vraiment de filtrer. Mais en fait, je pense que c'est une carte sympathique. C'est pas une grosse carte ultra puissante. C'est une carte sympathique, en fait, pour les decks qui vont jouer beaucoup autour des sortes de créatures et qui ont besoin éventuellement d'un autre beater que le commandant. Voilà, par exemple, Elcha, c'est très bien avec la prouesse. Mais pourquoi pas avoir Entité l'orage à côté en plus pour dire, bah voilà, si jamais j'ai besoin d'une autre créature qui a en plus de l'évasion, hein, parce que c'est quand même une vol prouesse. Ça peut être très efficace en fait juste dans ce genre de deck pour avoir une autre créature qui fonctionne quand même avec les sorts de créatures. On continue avec Révélation Sublime, un éphémère qui coûte 6 dont 2 bleus. Vous choisissez l'un ou plus. Contrecarrer le sort ciblé. Contrecarrer la capacité activée ciblée ou capacité déclenchée ciblée. Renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Le joueur ciblé pioche une carte. Voilà, donc vous avez 5 effets différents. Et en fait, c'était la carte avec 31 combinaisons possibles, en fait, dont Maro nous avait parlé dans un de ses posts sur son Tumblr, son blog. Et, ma foi, c'est extrêmement puissant. Ben voilà. On a eu Commandement Cryptique qui avait 2 effets à choisir parmi les 4 proposés, qui coûtaient 4 mana. Pour 5 mana, on avait Mystique Confluence Mystique, qui avait 3 effets, vous choisissiez 3 modes, mais vous pouviez choisir plusieurs fois le même. Voilà, qui était très bien aussi. Et là, on a Révélation Sublime qui nous permet littéralement pour 6 d'utiliser 5 modes différents, quoi. Sachant que, bon, alors c'est évident que contrecarrer la capacité, alors que vous essayez de contrecarrer un sort, ça va être très rare, sauf si vous avez des capacités déclenchées au moment où les sorts sont lancés. Bah voilà, je suis dans la bête, littéralement, vous faites piocher quand vous lancez un sort de créature, vous contrecarrez le sort de créature, vous contrecarrez la capacité, comme ça il pioche pas. Sympa. Vraiment, en fait, le truc c'est que là, on a tout le good stuff que le bleu sait faire. On a vraiment tout. Je pense que c'est très fort, en fait. Ça sera pas joué probablement en dehors du commandeur parce que ça coûte cher. Mais dans les decks Spellslinger qui auront envie d'avoir des coups qui pourront éventuellement diminuer, des coups qui pourront diminuer, comme Révélation Sublime ici. Imaginez par exemple jouer Révélation Sublime pour 4 mana à la place de 6, ça devient juste stupide. Donc oui, ça sera vraiment intéressant. Vraiment, j'ai hâte de voir un petit peu ce que les joueurs vont proposer avec, mais je pense que ça va être vraiment très très bien, enfin ça va être inclus en fait dans les decks bleus en fait, si vous voulez jouer un petit peu de contrôle, ça coûte cher, mais c'est très efficace en fait au niveau de ce que ça fait. Teferi, maître du temps, on doit en parler, il coûte 4 dont 2 bleus, il arrive avec 3 de loyauté, et il a un passif, vous pouvez activer les capacités de loyauté de Teferi, maître du temps, pendant le tour de n'importe quel joueur, à tout moment vous pourriez lancer un éphémère. Waouh. Alors du coup, ça veut dire que techniquement vous pouvez activer, parce que bon là du coup c'est l'emblème ulti en fait du Teferi numéro 1, le mono bleu Planeswalker, qui disait ça, mais c'était pour tous vos Planeswalkers, là il fait juste pour lui. Bah en fait, ça m'a l'air pas mal de pouvoir activer toutes les capacités, ses capacités durant les tours adverses. Surtout en éphémère quand même. Donc voilà, alors, les Planeswalkers techniquement vous pouvez utiliser leur capacité une fois par tour, pas par tour de table, par tour. Donc du coup là Teferi qui dit que vous pouvez le faire en éphémère pendant le tour de l'adversaire aussi, bah c'est simple, vous pourrez activer sa capacité pendant votre tour, pendant le tour du deuxième adversaire, enfin pendant le tour du premier adversaire, pendant le tour du deuxième, pendant le tour du troisième, et voilà. Et du coup techniquement vous ferez 4 capacités par tour de table. Logiquement, c'est très intéressant, c'est très fort, en multijoueur bien plus que dans les formats 1v1 bien sûr, même si ça a quand même, ça a quand même un impact, hein, faut pas le nier. Donc oui, c'est fort. Mais maintenant on va parler des capacités quand même qu'il a. Le plus 1 fait piocher une carte puis défaussez-vous une carte, un effet de looting, sympathique. Ensuite on a le -3, une créature ciblée que vous ne contrôlez pas passe hors phase. Alors du coup elle est considérée comme étant en dehors de la partie, enfin pas en dehors de la partie, n'existant plus en fait jusqu'au début du prochain tour du joueur, de son contrôleur en fait. Et c'est valable également pour tous les permanents qui sont attachés, les auras, les équipements. Alors si jamais vous avez des précisions sur le passage, le phasing, le hors phase, en phase, allez sur la vidéo de Judge numéro 3 qui est sortie il y a quelques jours, dessus vous aurez toutes les explications pour le phasing. C'est extrêmement puissant en fait parce que du coup c'est une gestion de créature, alors du coup il coûte -3 mais c'est assez justifié parce que comme vous pouvez l'activer pendant les tours adverses, le but c'est que vous puissiez le faire en réponse, et du coup imaginons, il arrive avec 3 loyautés, plus 1 direct pour pouvoir piocher des fossés qu'il arrive à 4 de loyauté, au premier adversaire qui passe, vous dites ok il y a une bête que je dois absolument gérer, -3 dessus mais du coup je suis plus qu'à 1 de loyauté. Donc du coup ça restera un petit peu. L'équilibre en fait au niveau de la carte là, a été assez respecté. Donc voilà, je m'inquiète pas trop mais c'est vrai que c'est une très bonne capacité. Et -10 ensuite derrière, jouer 2 tours supplémentaires après celui-ci. Je trouve ça plutôt correct, soyons honnêtes.
Le moins 10 peut arriver assez rapidement, parce que du coup, en 2 tours de table, techniquement, s'il ne fait que des plus 1, bah voilà, il y arrive, hein, sans problème. Mais du coup, jouer 2 tours supplémentaires après celui-ci, certes, c'est impactant. Je vais pas dire que ça n'a pas d'impact dans la partie, c'est assez impactant. Mais, si jamais, bah en fait, ça se résume juste à piocher 2 cartes, éventuellement poser 2 terrains, et juste éventuellement lancer quelques sorts, en fait, si votre main n'est pas remplie, si vous n'avez pas de quoi remplir votre main un petit peu plus, bah malheureusement, voilà, Teferi, son moins 10, il va tomber peut-être un petit peu à l'eau. Ça va être 2 tours que vous allez gagner, mais il faut vraiment avoir la value à côté et dire, bah oui, j'ai déjà des cartes en main et tout, je vais pouvoir faire des tours explosifs d'affilée, évidemment. Mais voilà, il faut préparer un petit peu le setup pour pouvoir enchaîner ces 2 tours et se dire, ok, maintenant j'ai 2 tours, ça va exploser, etc. Je pense pas que ce soit un impact aussi important qu'un emblème que vous pouvez absolument pas gérer en fait. Voilà, l'emblème c'est ah bah tiens il est là, voilà, et t'as aucun moyen de le gérer, tu peux rien faire. Alors que là, Teferi maître du temps, bah vous jouez les 2 tours, et si vous gagnez pas au bout des 2 tours, bah voilà, vous aurez juste gagné 2 pioches et 2 terrains. Ok. La perspicacité sans âge de Teferi, c'est un enchantement légendaire qui coûte 4 dont 2 bleus. Si vous deviez piocher une carte, acceptez la première que vous piochez pendant chacune de vos étapes de pioche, piochez 2 cartes à la place. Bah oui, alors, vous connaissez Archives de la Marette? Bah c'est la même chose, sauf que ça touche pas au point de vie, ça. Ça coûte moins cher, c'est très bon en fait, pour tous les decks qui veulent piocher, pour tous les decks qui veulent des cantrips par exemple, c'est excellent. Donc du coup, ben, ouais, si vous jouiez déjà Archives de la Marette dans un deck, et qu'il avait du bleu, ma perspicacité sans âge de Teferi, vous pouvez la rajouter en plus, pourquoi pas. Tutelle de Teferi, un autre enchantement qui coûte 3, dont 1 bleu. Quand il arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. Un petit effet looting sympa. Mais surtout, en fait, chaque fois que vous piochez une carte, l'adversaire ciblé meule de cartes. Parce que la meule est devenue un terme officiel maintenant, c'est bon. Donc du coup, il met les 2 cartes de sa bibliothèque dans son cimetière. Nickel. Donc déjà, terme officiel, la meule, yes. Ensuite, de l'autre côté, justement, les jeux qui veulent jouer meule, en commandeur ou dans d'autres formats, c'est quand même bien de pas uniquement compter sur les rituels. Voilà, sachant qu'en plus que là l'effet tutelle de Teferi, en fait, on l'a eu avec 2 autres sorts, alors, enfin 2 autres enchantements, j'ai oublié le nom de l'un d'entre eux. On a celui qui est la tutelle du Sphinx qui fait que quand vous piochez une carte, un adversaire ciblé se meule de cartes, et si jamais elle partage une couleur, il recommence. Voilà, c'était assez violent, c'était assez efficace, ça coûtait 3 aussi. Et on a l'autre enchantement qui coûte 3 aussi, qui dit chaque fois que vous piochez une carte, chaque adversaire se meule de cartes, j'ai oublié son nom, vraiment désolé. Mais là du coup on a tutelle de Teferi en plus qui est vraiment efficace, donc encore une fois, baser la meule sur les enchantements c'est très intéressant et ça fonctionne plutôt bien. Passons maintenant au noir avec le Pestocro Cagoulard, une créature serpent qui coûte 3 dont 1 noir, c'est une 1/4 contact mortel, et à chaque fois qu'une créature avec le contact mortel que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. À chaque fois qu'une créature avec le contact mortel que vous contrôlez inflige des blessures à un Planeswalker, détruisez ce Planeswalker. Mais écoutez, ma foi, c'est ultra violent. C'était un petit peu ce dont on parlait dans la vidéo review de Ikoria. En gros, il y a ces petits lore autour des capacités mots-clés, comme le contact mortel. On avait eu le flash et la menace, par exemple, et aussi le piétinement dans Ikoria. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir le contact mortel en plus, qui dit, bah voilà, c'est littéralement un lord, hein. C'est dommage même qu'il soit pas légendaire, parce que du coup, on a cette petite synergie là qui est vraiment pas mal, où finalement, bah, j'attaque avec des créatures contact mortel, qui sont généralement des petites créatures. Honnêtement, du coup, ça inflige directement des blessures au moment où elle les attaque. Derrière, bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bloques? Est-ce que tu bloques pas? Bah, le problème, c'est que si tu bloques, tu perds une de tes créatures. Et derrière, si tu ne bloques pas, eh bah, tu prends des blessures en plus. Donc du coup, ça commence à s'accumuler beaucoup, sachant en plus que c'est symétrique, ça s'applique à tous les adversaires, la perte de points de vie. Et en plus, ce super contact mortel au Planeswalker, c'est vraiment cool, parce qu'en plus, ça ne s'applique pas uniquement aux blessures de combat. Donc du coup, ça veut dire que si vous avez moyen, par exemple, d'engager une créature qui a le contact mortel pour infliger des blessures directement, enfin indirectement, de manière non combat à un Planeswalker, eh ben, techniquement, vous avez tué le Planeswalker. Nickel. Voilà. Donc vraiment très intéressant celui-ci, j'espère qu'on en verra d'autres dans les prochaines extensions. Liliana, éveilleuse des morts, il y a un Planeswalker Liliana, qui coûte 4 dont 2 noirs, elle a 4 de loyauté. Le plus 1, chaque joueur se défausse d'une carte, chaque adversaire qui ne peut pas le faire perd 3 points de vie. Cool, assez sympathique, voilà, bon, si vous voulez jouer dans un deck défausse, pourquoi pas. Le moins 3, la créature ciblée gagne moins X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes dans votre cimetière. Là ok, on est un peu plus sur de l'automeule, pourquoi pas, parce que du coup il faut remplir son cimetière de manière assez conséquente.
ça peut être intéressant en effet. Et -7, vous gagnez un emblème avec, au début du combat pendant votre tour, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Elle acquiert la célérité. Bah, assez fort, très value sur le long terme quand même. Alors le fait d'avoir la célérité en plus, ça, je trouve ça vraiment génial. Mais en plus c'est réanimé depuis n'importe quel cimetière, c'est vraiment cool. Je sais pas, là vraiment, elle me semble très bien cette Liliana, assez équilibrée sans être non plus trop pétée. Alors elle va demander probablement des jeux qui vont vouloir s'auto-meuler, donc du coup mettre directement leur bibliothèque dans leur cimetière. Parce que du coup derrière pouvoir réanimer les grosses bêtes de votre cimetière grâce à l'ulti, ou simplement dire je vais gérer les bêtes adverses avec un -X, bah ça fonctionne bien quoi. Le dévot de Liliana, un humain psychagogue qui coûte 3 dont 1 noir, c'est une 2-3. Les zombies que vous contrôlez gagnent +1/+0. Et au début de votre étape de fin, si vous avez une créature qui est morte ce tour-ci, vous pouvez payer 2 dont 1 noir. Si vous faites ainsi, créer un jeton de créature de 2 noirs zombies. Alors ce qui m'embête encore une fois, c'est que c'est au début de votre étape de fin, et bon, on aimerait bien avoir la possibilité en fait de le faire régulièrement. Alors après, bon voilà, durant votre tour, c'est vrai que vous pouvez boubouiter un petit peu, attaquer, perdre un zombie, et puis du coup en recréer un autre à la fin du tour. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le fait qu'il y a un boost quoi. Donc on a un lore de zombies, enfin qui est non zombie mais qui est pour les zombies. Et techniquement qui permet d'en créer quand vous perdez éventuellement des créatures durant votre tour. Donc oui, voilà. En plus c'est pas forcément sous votre contrôle, donc du coup si vos zombies tuent d'autres créatures, pourquoi pas quoi. Le porte-étendard de Liliana a une créature zombie et chevalier qui coûte 3 dont 1 noir, 3-1 avec le flash. Et quand il arrive sur le champ de bataille, piochez X cartes, X étant le nombre de créatures qui sont mortes sous votre contrôle ce tour-ci. Bah oui, complètement. C'est super fort en fait. Hein. Honnêtement, c'est l'une des meilleures cartes actuellement là qu'on a dans le noir. Pourquoi bah parce que après une vrasse, juste avoir 3 mana de libéré pour dire bah tiens je vais flash porte-étendard de Liliana et récupérer 5 cartes parce que j'avais 5 créatures qui sont mortes ce tour-ci. Eh ben ouais, ou après l'un de vos propres effets de vrasse, pourquoi pas. Je veux dire, c'est vraiment le genre de truc où ça contrecarre un petit peu justement toutes les vrasses, enfin les vrasses classiques hein, qui détruisent les créatures. Parce que du coup, bah, on se retrouve vraiment dans la logique où, bah oui, là j'ai possibilité de repartir de plus belle juste en ayant 3 mana d'étape et en flashant en fait mon porte-étendard. Donc du coup, dans un jeu zombie ça marche, dans un jeu chevalier ça marche parce qu'il y a les tribaux, c'est bien. Dans un jeu où vous faites beaucoup de tokens ça marche aussi. Donc voilà, c'est... Voilà, plein de petites bêtes, jeu aristocrate, pourquoi pas, ça marche aussi parce que du coup vous sacrifiez pas mal de créatures pour déclencher les effets. Derrière porte-étendard de Liliana, je repioche des cartes, enfin c'est vraiment très intéressant. Sonder l'abysse, un rituel qui coûte 7, dont 3 noirs. Le joueur ciblé pioche un nombre de cartes égal à la moitié du nombre de cartes de sa bibliothèque et perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure pour les deux. Alors, je l'aime beaucoup pour 2 raisons. Bon, alors, elle est assez chère, elle est très noire, hein, il faut le dire. Donc du coup, ça va être joué dans un deck mono noir ou bicolore, pas plus, hein, ça serait un peu risqué. Mais il y a peut-être un deck tricolore dans lequel il sera super bien intégré, c'est dans Nécusar, parce que voilà, bah, tu pioches la moitié de ta bibliothèque, bah, Nécusar est sur le champ de bataille, tu prends autant, voilà. Et ça fonctionne bien quoi. Derrière, le fait est que justement piochez vous, de votre côté, la moitié de votre bibliothèque, probablement que si vous avez des combos, des synergies, ça vous donnera juste un avantage de fou furieux. Alors du coup, je pense que dans un deck où on rentre ça, donc du coup on sera quand même pas mal basé sur la pioche, c'est vrai que là, une petite tour du reliquaire, ça fera pas de mal non plus. Donc voilà. La carte suivante, c'est Brume Pestiférée, un rituel qui coûte 3 dont 2 noirs. Vous choisissez l'un, soit toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour, soit vous retirez 2 marqueurs de loyauté à chaque Planeswalker. J'aime beaucoup parce que, bon déjà les -X sont toujours beaucoup plus efficaces que d'infliger 2 blessures, enfin d'infliger X blessures à chaque créature. Et derrière en plus, on a le fait que retirer les permanents de loyauté, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent en commandeur et même dans Magic en général. Alors là en plus c'est 2 à tous les Planeswalkers, vous êtes là, ok, il y a un jeu Super Friends à table, vous savez que vous avez une carte qui est bien derrière. Donc flexibilité, intéressante, la goule piquée à l'argent, une créature zombie et vampire, oui les deux en même temps, qui coûte 3 dont 1 noir, c'est une 3-1, et au début de votre étape de fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille, engagez la goule piquée à l'argent depuis votre cimetière, et pour 2 dont 1 noir, vous pouvez la sacrifier pour piocher une carte. Intéressant. Je pense que, bon alors là on est encore une fois sur au début de votre étape de fin, ok d'accord, mais gagner 3 points de vie, c'est pas infaisable, surtout pendant votre tour. Si vous jouez blanc-noir, gagne point de vie, ça se fait facilement vraiment, ne serait-ce que déjà avec les effets d'arrivée en jeu, voilà une créature arrive en jeu, vous gagnez un point de vie, ok, voilà, goule piquée à l'argent, elle arrive en jeu, vous la sacrifiez, du coup vous gagnez point de vie, vous gagnez des points de vie, et puis voilà, c'est fini. Donc du coup, là, vraiment intéressant, très intéressant, et en plus cette petite value avec la pioche en plus sur elle, c'est cool.
L'argousine de la guilde des voleurs, une 1-1 pour 1 noir, humain et gredin, qui a le flash, elle aussi. Et à chaque fois qu'elle arrive, ou qu'un autre gredin arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, chaque adversaire meule 2 cartes. Tant qu'un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, elle gagne +2/+1 et le contact mortel. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que tribal gredin déjà, et en plus aussi tribal flash techniquement. Parce que les gredins et le flash c'est une grande histoire d'amour, mais surtout tribal gredin parce que les gredins aiment bien la meule. Les gredins, ça faisait un moment qu'on les avait pas beaucoup vus, enfin qu'ils n'étaient pas vraiment mis en avant sur la scène. Mais là du coup on a l'argousine qui les remet vraiment en avant comme un lord en fait. Comme si c'était un lord gredin, bah du coup voilà qui se déclenche avec tous les gredins qui arrivent en jeu. Alors en plus, bah voilà, si vous jouez Una, qui fait des fées et gredins en plus avec sa capacité activée, ok, donc du coup ça a l'air marrant parce que vous meulez déjà votre adversaire, mais en plus derrière vous allez leur permettre de se meuler à nouveau. En plus c'est chaque adversaire avec l'argousine, donc c'est intéressant vraiment. Pourquoi pas remettre les gredins au goût du jour. En rouge on a le taquineur effronté, un gobelin indestructible 1-1 pour 5, dont un rouge. Et à chaque fois qu'il subit des blessures, il inflige autant de blessures à l'adversaire ciblé. Et pour 3 dont un rouge et en l'engageant, il se bat contre une autre créature ciblée. Alors on va parler tout de suite du flavor text. Tu tapes comme un kobold. Oui, parce que les kobolds, en fait, bah, ils ont 0 de force à chaque fois. Donc voilà, techniquement, tu tapes comme un kobold. Voilà. Très flavor. Mais le taquineur effronté, en fait, il est surtout là parce que il y a tellement de synergie possible, en fait, avec ce taquineur effronté. C'est une poupée de son, mais en plus, il a la capacité de se battre directement avec une autre créature. C'est vraiment fort, en fait. Alors, il coûte un peu cher, certes, mais en fait, si vous jouez, par exemple, dans un Torbran, je veux dire, Torbran qui joue full race en disant oui je mets autant de blessures à toutes mes créatures, patati patata, enfin à toutes les créatures, bah du coup le taquineur va prendre, il va pas mourir et en plus il mettra dans la tronche de quelqu'un d'autre. Donc vraiment efficace. Qui plus est derrière, bah voilà, il se bat, donc bon pourquoi pas. Ça peut vraiment être intéressant de se battre contre une grosse créature et dire bah tiens toi t'as une 12-12, écoute tiens voilà boum je me bats contre elle, tu prends 12, voilà. Et c'est assez efficace. En plus Torbran va aussi booster les blessures que lui va infliger avec sa capacité déclenchée. Donc vraiment assez intéressant. Chandra, cœur de feu, un Planeswalker Chandra évidemment, qui coûte 5 dont 2 rouges, qui arrive avec 5 de loyauté. Le premier +1, défaussez-vous de votre main, puis exilez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer les cartes exilées de cette manière. Non, 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 non. Je suis désolé, je vais râler beaucoup sur cette Chandra là, je vous l'annonce de suite. Parce que le premier +1 déjà, défaussez-vous de votre main. Alors certes, vous pouvez me dire, oui, mais la main elle peut être vide, ou alors il peut y avoir des cartes inutiles, on en défausse 1 ou 2, et du coup on exile 3 cartes. Mais le problème c'est que, en fait dans Magic, ces dernières années, on a eu ce changement qui était magnifique. Le fait que le rouge exilait des cartes que vous pouviez lancer jusqu'à à la fin de votre prochain tour. Et c'était très intéressant, parce que du coup ça donnait une value en fait, une sorte de simili-pioche, avec un accès à ces cartes-là pendant un temps limité. Ça correspond bien au rouge. Mais le problème c'est que là, dire c'est jusqu'à la fin du tour, c'est revenir en arrière en fait. Ça je ne comprends pas comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc non, pour moi, Chandra, elle ne passe pas du tout quoi. Je veux dire, sa première capacité c'est, ok, ben écoute, je vais pas la faire quand elle arrive, parce que généralement je la lancerai au moment où j'aurai 5 mana. Et si je dois exiler 3 cartes et que je peux pas les lancer tout de suite ce tour-ci, c'est mort, elles sont exilées définitivement. Et personnellement, j'ai pas vraiment tendance à avoir envie d'exiler des cartes de ma bibliothèque. Voilà, juste pour le fun. Donc bon, non, pas top. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas si top que ça. Deuxième +1. Chandra, cœur de feu, inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Non plus. Enfin, je suis désolé, mais en fait, on a des Chandra qui étaient bien meilleurs auparavant. On a une qui infligeait 4 blessures directement à une créature. On en a qui infligent des blessures à toutes les créatures. Et là, le deuxième +1, pour moi, ça passe pas. Parce que, alors oui, vous pouvez me dire, bah oui, mais on peut très bien la mettre sur le champ de bataille et puis pinguer nos adversaires, faire un choc à chaque tour. Mais ça vaut pas le coup, on est à 5 mana, quoi. Je veux dire, 5 mana, je m'attends pas à faire un choc sur ce tour-ci et dire, bah ouais, bah à 5. Alors déjà, honnêtement, si les adversaires veulent pas voir le -9, parce qu'il y a encore le -9 dont je dois parler, bah c'est juste... ok, bah on va attaquer Chandra, tout le monde l'attaque, elle est morte, et vous savez quoi? Bah pour 5, vous avez fait choc. Voilà. Waouh, nickel, super, vraiment très intéressant. Donc non, là je suis pas preneur du tout. Et le -9. Alors le -9, vous cherchez dans votre cimetière et dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes d'éphémères et ou de rituels rouges. Vous les exilez et mélangez ensuite votre bibliothèque. Vous pouvez les lancer ce tour-ci, ajouter 6 rouges. Ok, alors là on va... Déjà 9, ça veut dire que du coup, il faut avoir activé 4 fois son +1, enfin l'un de ses +1, pour arriver du coup au 9. Et ensuite derrière, vous avez le droit de juste aller chercher dans votre cimetière et dans votre bibliothèque. Parce que déjà, il y a aussi autre chose.
Un truc très intelligent qui aurait pu être possible avec le -9, c'est qu'il aille chercher aussi en exil les cartes en question. Parce que, vu que vous allez exiler des cartes de ce bibliothèque avec le +1 et que éventuellement vous n'allez pas les jouer, bah du coup les mettre en exil ça semblait quand même intéressant. Alors bon, oui, il peut y avoir des synergies, ok d'accord. Bon, ok, soit. Mais derrière, pourquoi uniquement rouge, quoi? Pourquoi uniquement rouge? Pourquoi on peut les lancer ce tour-ci, mais en même temps, on a juste 6 mana en plus? Alors vous pouvez me dire, oui, alors bon, s'il y a 4 tours de plus, on peut se dire qu'il y a au moins 7 ou 8 mana qui sont sur le champ de bataille, donc du coup ça fait 14 mana au total, donc c'est plutôt pas mal, avec les 6 qui sont rajoutés par la capacité. Oui, mais non. Enfin, je veux dire, c'est nul. Je veux dire, si j'ai envie de me faire un, je sais pas, un Earthquake à x égale 13, enfin, ou x égale 14, ou x égale 12, c'est vrai que c'était là, ouais, ben non, c'est pas fou, quoi. Utiliser un ulti pour juste se dire, ouais, je vais mettre 6 mana en plus, et puis derrière jouer plein de sorts, ou alors il faut jouer en mode cantrip, et dire, voilà, chaque fois que je lance un sort, je pioche une carte, etc. Et derrière, dire, bah ouais, en fait, je vais jouer mono red cantrip, et derrière, je joue Storm, en fait. Mais le problème, c'est que Chandra n'est pas votre commandant. Chandra, c'est juste un Planeswalker dans votre deck. Donc du coup, ça peut pas être juste l'idée de votre deck. Qui plus est derrière, bah, pendant ce temps-là, pour arriver au -9 Storm, entre guillemets, enfin, Storm friendly, vous devez vous défausser de votre main à chaque fois, et ensuite exiler les cartes dessus de votre bibliothèque. Donc bon, ok quoi, c'est pas top du tout. Et le +1 avec... Oh non mais c'est juste, je sais pas. En fait pour moi, là la Chandra Cœur de Feu, elle a toutes les mauvaises caractéristiques d'une vieille Chandra, comme on en avait eu des tonnes, hein. On en a eu plein qui étaient pas bonnes et qui disaient « Oui, défaussez-vous de votre main, repiochez 3 cartes, voilà. » T'es là, bah oui, mais non, enfin, c'est pas comme ça. Le problème, c'est que c'est une caractéristique, ça aurait juste pu être, voilà, défaussez-vous de 2 cartes et exilez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez les lancer jusqu'à la fin du tour. Ok, voilà, ça aurait été bien meilleur, pas toute la main, quoi. Et ben, le deuxième +1 aurait pu être infliger, bah, déjà, 3 blessures, ça aurait été bien meilleur. Voilà, ou infliger 2 blessures à chaque adversaire. Intéressant aussi pour le commandeur, pour le multi. Mais là, c'est trop spécifique, c'est trop léger. Voilà. Et le -9, bah, il est très spécifique encore une fois parce que c'est des cartes rouges uniquement, quoi. Je veux bien que le monocolore c'est sympa, mais non. Donc Chandra Cœur de Feu, pour moi, c'est un gros... je passe. Honnêtement, je passe. Incinérateur de Chandra, une créature élémentale qui coûte 6, dont un rouge, c'est une 6-6. Elle coûte X de moins à lancer, X étant le nombre de blessures non combat infligées à vos adversaires ce tour-ci. Bah voilà, je disais par exemple sur un Earthquake, sur un tremblement de terre, à 2, tout simplement, bah vous infligez 2 à chaque adversaire, donc du coup vous réduisez de 6 son coût, donc du coup il vous coûtera qu'un rouge. C'est bien parce qu'il a le piétinement en plus, et à chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non combat à un adversaire, et ben il inflige autant à une cible créature ou planeswalker que ce joueur contrôle. Très sympathique parce que ça permet vraiment de gérer déjà des créatures adverses, je veux dire voilà, imaginons un simple truc qui inflige des blessures à tous les adversaires, voilà, ou à tous les joueurs, uniquement aux joueurs, hein, parce que même pas besoin de toucher les créatures. Bah derrière l'incinérateur de Chandra il va dire ok bah toi tu prends ça, toi tu prends ça et toi tu prends ça. Donc bon, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant et ça fonctionne bien en fait. Je pense aussi qu'avec Thorbrand, encore une fois, il peut bien fonctionner, c'est une 6-6 donc il survivra largement. Donc oui, ça fonctionne vraiment bien. Je pense, déjà j'ai cru voir que certains comptaient la jouer en moderne, qu'il y avait des synergies assez stupides avec. Donc écoute, en commandeur, ça se fait aussi. Le Fouineur Flagrant, un gobelin et gredin qui coûte 2 rouges, c'est une 2-2. Vous jouez avec la carte dessus de votre bibliothèque révélée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et vous pouvez lancer les sorts de gobelins depuis le dessus de votre bibliothèque. Cool. Et tant que la carte dessus de votre bibliothèque est une carte de gobelin, le Fouineur Flagrant a toutes les capacités activées de cette carte. Kiki-Jiki, messieurs dames. Pourquoi Kiki-Jiki? Eh bah Kiki-Jiki parce que Fouineur Flagrant gagnera la capacité de Kiki-Jiki, étant donné qu'il n'est lui-même pas... s'il est donc du coup s'il est au-dessus de la bibliothèque, hein, évidemment Kiki-Jiki, pas dans votre zone de commandement. Mais Kiki-Jiki. Donc du coup Fouineur Flagrant peut se copier lui-même, puisqu'il est le non légendaire, voilà, il gagne la capacité de Kiki-Jiki, donc paf, il se copie lui-même, il fait des copies de manière infinie, puisque toutes les copies ont la célérité, donc du coup il continue à en faire, et ensuite derrière, bah, je sais pas, vous avez le choix, soit Hôtel de la Couvée pour meuler à mort tous les adversaires, soit Bombardement des Gobelins pour sacrifier vos gobelins et justement les mettre dans la tronche des adversaires. Vous avez le choix en fait, enfin il y a vraiment tellement de choix possibles. Impact Tremors, secousse d'impact, qui fonctionne aussi pareil, qui met une blessure à chaque adversaire quand il y a une créature qui arrive sous votre contrôle. Je veux dire, je peux donner des exemples hein, pour Phoros, enfin on peut continuer comme ça autant que vous voulez. Voilà, donc vraiment juste à partir du moment où vous avez un moteur à sacrifice à côté, qui peut pinguer des adversaires, ou alors faire d'autres trucs assez cons, ou alors meuler à mort, ou alors pinguer à mort avec les effets d'arrivée en jeu,
Oui, bah non, là, en effet, ça a l'air con. Donc voilà, le fouineur flagrant a l'air d'avoir vraiment un potentiel de taré, et ça, je m'y attendais pas du tout. Double vision, enchantement qui coûte 5 dont 2 rouges. À chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel à chaque tour, copiez ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Eh ben oui, je veux dire, c'est fort, c'est intéressant pour tous ceux qui veulent jouer Calamax notamment, puisque du coup on copie des éphémères et des rituels. Bah écoutez, c'est intéressant, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, ça coûte... C'est raisonnable, voilà, bon, c'est uniquement le premier sort, c'est pas non plus tous les sorts du tour, donc voilà, ça se fait, c'est un petit enchantement sympathique pour ceux qui aiment bien copier leur spell. Émancipation ardente, un autre enchantement qui coûte 6, dont 3 rouges. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige la place le triple de ses blessures à ce permanent ou à ce joueur. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, on avait par exemple les maraudeurs d'Angrat, qui étaient du coup une créature pour 7, qui faisait qu'elle doublait les blessures infligées par les sources que vous contrôliez en fait. Donc du coup... C'était intéressant, mais malheureusement ça coûtait 7. C'était une créature, donc du coup c'était sensible au removal, c'était une 4-4 il me semble. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais voilà, le but c'était vraiment d'avoir le doublage. Là ici on est sur un enchantement qui coûte 1 de moins, qui est certes très rouge, mais du coup qui fait exactement la même chose, mais en triplant les blessures. Imaginez avec Thorbrand ce que ça va être. Parce que boum, c'est... Alors du coup, si elle devait infliger autant, elle inflige plus 2, et ensuite on triple tout ça. Ok, donc voilà, c'est assez intéressant, vraiment ça fonctionne bien. Je pense que enfin vraiment je sais pas, pour moi la carte me semble très bien si vous voulez jouer des decks Burn, si vous voulez jouer des decks Punisher aussi. Oh mon dieu, les decks Punisher quoi. Oh mon dieu. Enfin voilà, c'est juste stupide. Non vraiment, ça fonctionne très bien je trouve. Terreur des pics, une créature dragon qui a le vol, c'est une 5-4 pour 5, dont 2 rouges. Et les sorts que vos adversaires lancent qui le ciblent coûtent 3 points de vie en plus à lancer. Ok, oui. oui, ça coûte des points de vie en plus maintenant. Et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il inflige un nombre de blessures égal à la force de la créature, à n'importe quelle cible. C'est très intéressant. En fait, on avait Wastom Surge, j'ai oublié comment ça s'appelle, appel du chef de guerre, je sais plus comment c'était. Ça coûtait 6, c'était un enchantement qui faisait la même chose, mais là, du coup, c'est la terreur des pics qui fait directement les blessures. Ok, pourquoi pas. Avec l'enchantement précédent, ça va être très couillon, d'ailleurs. Mais voilà, et en plus, il est dur à gérer parce que du coup, il demande des points de vie supplémentaires, ce qui fait que, voilà, vos adversaires sont forcément perdants. Et vous avez en plus un bon body, quoi. C'est littéralement une 5-4 vol pour 5. Donc, voilà, bon body. Dragon, donc du coup, ça va dans le tribal dragon. Très bonne protection pour lui-même, parce que voilà, les points de vie en plus, ça fait toujours chier l'adversaire. Et en plus, derrière, inflige des blessures directes. Donc vraiment, très intéressant, il a tout pour lui. Transfiguration, un rituel qui coûte 4, dont 1 rouge. Vous exilez la créature ciblée, le contrôleur de cette créature révèle les cartes de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature, et il la met sur le champ de bataille, puis mélange le reste de sa bibliothèque. Bah oui, enfin je veux dire, oui, c'est fort. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle les effets de polymorphisme. C'est en gros, voilà. On exile une créature, ou on détruit une créature, et on révèle les cartes du deck jusqu'à révéler une autre créature. En fait, Transfiguration, c'est pas le genre de carte que vous allez utiliser pour les adversaires, c'est le genre de carte que vous allez utiliser pour vous. Voilà, parce que Distorsion Chaotique, c'est bien plus intéressant, mais Transfiguration, c'est pour vous. Vraiment, ça fonctionne bien, en fait, si vous avez un deck qui est basé énormément bas. Enfin, je veux dire, j'ai monté un deck Kaikar Polymorphisme, ça fonctionne du feu de Dieu, parce que, techniquement... en fait, ce que vous allez faire, c'est juste créer des jetons avec des petits spells, etc. Et derrière, en fait, littéralement, vous exilez les jetons que vous avez créés, les jetons esprit, et derrière, vous allez faire, ah bah tiens, je vais ramener une grosse créature, tiens, un Emrakul, un colosse de pestacier, voilà. Et du coup, ça devient super fat, super violent, et ça fonctionne bien, en fait. Déchaînement de fureur, un éphémère qui coûte 2, dont 1 rouge, et qui dit que vous doublez la force de la créature ciblée, jusqu'à la fin du tour. Ok, bah oui, c'est fort. Bah voilà, je veux dire, ça double la force, littéralement. Vous pouvez le faire en éphémère, donc du coup, c'est même pas... Enfin, il n'y a pas de défaut, quoi. C'est fort, ça coûte que 2. Donc bon, voilà. Nickel, pour tous les decks agressifs. En vert, on a du good stuff en vert. Ancêtre Gargarotte, qui est une bête, du coup 6-6, qui coûte 5, dont 2 verts. Elle a vigilance, portée, piétinement, et à chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle bloque, vous choisissez l'un, vous créez une 3-3 vert bête, vous gagnez 3 points de vie, ou vous piochez une carte. Ok, en fait je l'ai mise, alors il n'y a pas de réelle synergie, c'est good stuff, quoi, je veux dire. Vous la jouez dans un deck où vous allez beaucoup attaquer, en fait vous avez déjà, vous avez vigilance, portée, piétinement. On a littéralement
Vigilance, qui est la capacité, on va dire, qui est à la fois agressive et défensive. Portée, qui est une capacité défensive. Et piétinement, qui est une capacité offensive. Et on est là, ben... Il a littéralement une combinaison de 3 capacités qui sont juste géniales, quoi. Ça fonctionne bien. Il a un body qui est énorme, c'est une 6 pour 5. Il a un body plus gros que son coup de mana, déjà. Et en plus, derrière, il a des capacités déclenchées au moment où il attaque et où il bloque. Même pas quand il inflige les blessures. Alors en plus, entre génération de jetons en plus, bon, gain de points de vie, c'est un petit peu anecdotique, mais ça peut toujours être utile. Mais la pioche de cartes, enfin, je veux dire, là on est sur... Littéralement, on montre que le vert, il peut faire plus, quoi. Encore plus, toujours plus. Donc vraiment... C'est très fort, quoi, je veux dire. C'est de la value pure. Si vous jouez grosse bête, si vous jouez mana ramp, si vous jouez Selvala, mono vert, bah oui, ça se fait, quoi. Souverain félin, une créature chat qui coûte 3 dont 1 vert, 2-3. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la protection contre les chiens. Alors j'aimerais bien que le Good Doggo lui aussi donne la protection contre les chats, s'il vous plaît, messieurs. Donc voilà. Mais à chaque fois qu'au moins un chat que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement que ce joueur contrôle. Donc du coup, si vous mettez un chat sur chaque adversaire, techniquement vous détruisez à chaque fois pour chaque adversaire un artefact ou un enchantement. C'est très efficace, je trouve. Malheureusement, bon, voilà, ça se cumule pas, hein. Vous balancez 3 chats chez quelqu'un, ça va pas détruire 3 artefacts ou 3 enchantements. C'est 1 à la fois. Le +1/+1 est toujours appréciable, voilà. Protection contre les chiens, je trouve ça un peu excessif, parce que bon, on a l'impression que les chats dominent les chiens, ça je suis pas très content, hein, pour le coup. Voilà, il y a un pied d'égalité quand même à avoir, à un moment. Et derrière, en fait, bah voilà, vraiment le fait que la destruction d'artefacts et d'enchantements au contact, ça se fait très vite. Je veux dire, si vous jouez à Rabot en commandant, pas de problème, ça va se faire. Parce que bon, voilà, un Rabot rend tout plus gros. Et bon, le souverain félin, déjà, lui a un bon body, il a vraiment des bonnes statistiques et des bons effets, donc ouais, super. Garruk libéré, un Planeswalker Garruk, évidemment, qui arrive avec 4 de loyauté et qui coûte 4, donc 2 verts. Le +1 dit jusqu'à une créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Classique, intéressant, très bon boost, voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire. Le -2, créez un jeton de créature 3/3 vert bête. Ensuite, si un adversaire contrôle plus de créatures que vous, mettez un marqueur loyauté sur Garruk libéré. J'aime beaucoup cette capacité parce qu'en fait, c'est l'aimant principal des Planeswalkers, c'est qu'ils veulent se protéger. Là, on a un Garruk qui nous dit, voilà, bah moi je fais un -2, je me fais une bête, mais si jamais c'est pas suffisant pour me protéger, je me booste en plus, je regagne un marqueur loyauté. C'est cool, c'est vraiment sympa, pour le coup. Le -7, vous gagnez un emblème avec, au début de votre étape de fin, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger votre bibliothèque. Ok, alors, heureusement c'est au début de l'étape de fin, mais bon, c'est assez violent quand même, parce que aller chercher n'importe quelle créature, la mettre directement en jeu, il n'y a aucune restriction, c'est pas les créatures vertes, c'est pas machin, avec autant de force, enfin voilà, c'est n'importe quelle créature. Le -7, en plus, on peut l'atteindre assez facilement, parce que bon, des boosts, voilà, vous pouvez juste en balancer un petit peu droite à gauche. Si vous jouez beaucoup de bêtes en plus, bah voilà, vous aurez des bloqueurs pour empêcher que Garruk se fasse gérer. Donc vraiment, je pense que, enfin, ça peut juste être stupide. Et surtout, saison de dédoublement. Saison de dédoublement, vous jouez Garruk, ah, il arrive avec 8 marqueurs loyauté, boum, -7, je fais un emblème. Ok, violence, oh. Donc ouais, il est assez fort ce Garruk. Vraiment, En parlant de Garruk, le soulèvement de Garruk, un enchantement qui coûte 3 dont 1 vert, et quand il arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez une créature qui est de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Les créatures que vous contrôlez ont le piétinement, et en plus, à chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Alors, on avait déjà les effets qui disaient, bon, les créatures que vous contrôlez ont le piétinement, généralement ça coûtait 2. Ensuite, on avait déjà des trucs, oui, bah quand une créature de force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. Ok, ça coûtait 3, généralement. Là, on a les deux effets, plus une rétribution si jamais vous jouez votre enchantement un petit peu tard et que vous avez déjà des grosses bêtes. Ouais, tout ça pour 3 mana. C'est extrêmement fort, ça va remplacer beaucoup de cartes, je pense, de pioche sur les decks gros tons, où ça va les compléter, éventuellement. Donc oui, très intéressant. Déferlement revigorant, un éphémère qui coûte 3, dont 1 vert, et qui dit que vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, puis vous doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Alors déjà, regardez la gueule de l'hydre, elle est super contente. Elle a des têtes en plus, elle est super contente. Alors déjà, bah, si vous voulez jouer dans un deck hydre, Gargos, pourquoi pas, ça a l'air marrant, en plus Gargos ça cible, donc du coup Gargos il va dire « Ouais, je me fight !» Nickel. Qui est plus est derrière, ben, enfin doubler le nombre de marqueurs +1/+1, où vous avez des créatures qui jouent beaucoup avec les marqueurs +1/+1, donc le déferlement revigorant sera tout à fait intéressant pour eux.
Le Mitoire de la Fierté, un chat, encore une fois, qui coûte 3, dont un vert, c'est une 2-1. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et chaque créature que vous contrôlez, avec un marqueur +1/+1 sur elle, a le piétinement. Et là, j'ai envie de dire Ezuri. Bleu-vert, pas mono-vert. Parce que Ezuri aime bien les créatures qui ont 2 de force et moins, et ça tombe bien, le Mitoire a justement 2 de force et moins. Et en plus derrière, il aime bien les marqueurs, donc du coup le Mitoire est content. Et en plus derrière, il donne le piétinement avec sa capacité. Alors on avait déjà des créatures qui donnaient le piétinement aux créatures qui ont des marqueurs +1/+1. Mais pas aussi peu cher. Ça coûte 3 mana, et en plus il met un marqueur en arrivant. Alors c'est une commune hein, quand même, je suis en train de vous parler d'une commune. Une commune qui va probablement être jouée dans le format dans les decks marqueur +1/+1. La puissance primordiale a un rituel qui coûte X et 1 vert. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +X jusqu'à la fin du tour. Ensuite, elle se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Intéressant. Le fait est que vous pouvez juste le lancer pour 1 vert. Voilà, et c'est un effet de combat classique. Voilà, c'est plutôt normal. Mais le fait d'avoir ce boost que vous pouvez donner en plus, qui est pas obligatoire. Hein, voilà, vous pouvez le mettre à 1, 2, 3, à 5 si vous en avez besoin. C'est très efficace et du coup ça fait un bon removal à la créature. C'est sympa si vous avez des grosses bêtes ou si vous avez tout simplement des bêtes qui peuvent avoir des tailles variables. La Renaissance Fongoïde, un éphémère qui coûte 3 dont 1 vert. Vous renvoyez une carte de permanence ciblée puis votre cimetière dans votre main, et si une créature est morte ce tour-ci, créez 2 jetons de créature 1/1 vert de sa proviante. Alors on avait déjà des effets qui faisaient en éphémère de renvoyer des permanents dans votre main depuis le cimetière, mais là littéralement pour 3 mana, on a en plus la possibilité d'avoir 2 jetons en plus. Ce qui est très intéressant parce que dans un deck jetons notamment, voilà, créer des jetons en éphémère c'est toujours sympa. Et en plus, alors oui, la contrainte, oui, si une créature est morte ce tour-ci, il y a tout à fait moyen. Si vous jouez un deck jetons, vous avez tout à fait moyen de le faire. Surtout que, je bloque avec une créature, elle va au cimetière, je fais Renaissance Fongoïde, je fais 2 créatures, je récupère la créature qui est morte. Pourquoi pas, quoi, voilà, c'est juste complètement con. Donc voilà, je pense que dans mon risque, elle va être jouée justement pour pouvoir renvoyer certains permanents. Parce qu'en plus c'est permanent, donc du coup, si jamais vous avez des bons enchantements, des bons artefacts que vous avez besoin de récupérer, pourquoi pas, quoi. En multicolore, on a quelques cartes. On a le Mentor du Conclave pour 1 blanc 1 vert, qui est une 2/2 Centaure clair. S'il y a au moins un marqueur de +1/+1 devait être mis sur une créature que vous contrôlez, mettez autant de marqueurs +1/+1 plus 1 qui sont mis à la place. Voilà. Quand le Mentor du Conclave meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Alors, la deuxième capacité est anecdotique, mais la première est très intéressante. C'est en fait, tout simplement les effets à la Hardened Scales, voilà, écaille renforcée, ou également le Boa Constrictor, là, le machin qui fait aussi pareil. Mais sauf que lui, il est en blanc-vert ici, le Mentor du Conclave. Donc du coup, là, on voit que le limité, ça va certainement être blanc-vert, marqueur +1/+1, logique. Et derrière, nous, ça nous fait plaisir, parce que blanc-vert, il y a Abzan, notamment, qui joue, donc blanc-noir-vert, qui joue avec les marqueurs +1/+1. Donc oui, pourquoi pas. La Patricienne Indulgente, une créature vampire et noble, qui coûte 3 dont 1 blanc et 1 noir, c'est une 1/4 vol, lien de vie, et au début de votre étape de fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, chaque adversaire perd 3 points de vie. Encore une fois, c'est au début de votre étape de fin, c'est un peu dérangeant, mais pas trop non plus, on est en blanc-noir, on est dans les couleurs aristocrates, c'est faisable largement de gagner 3 points de vie, et du coup 3 points de vie en moins pour vos adversaires, c'est plutôt cool. Le Vengeur sans feuilles, un élémental druide qui coûte 4 dont 1 rouge et 1 vert, 4/3, qui s'engage pour ajouter 1 vert pour chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez. Et pour 8 dont 1 rouge, le Vengeur sans feuilles inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible joueur ou planeswalker. Honnêtement, la deuxième capacité on s'en fout littéralement, parce que vous n'allez pas le sacrifier. Le but c'est juste de dire que c'est un dork qui va faire au moins 1 vert quand il arrive en jeu, et en plus derrière qui va permettre de faire beaucoup plus de vert en fonction de vos créatures. Ce qui est dommage, c'est qu'il est rouge-vert et non pas mono-vert, ça aurait été très bien dans certains decks mono-green. Mais bon, c'est déjà suffisant, c'est intéressant, ça peut être bien dans des decks de gros tons, mais voilà, faut pas non plus trop s'exciter dessus, c'est sympathique, mais sans être non plus extrêmement pété. Gardien des sphères, une créature oiseau et sorcier 2/2 pour 1 blanc 1 bleu, il a le vol, et les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et à chaque fois qu'une autre créature avec le vol arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, le gardien des sphères gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est cool, c'est sympa, au moins la réduction de coût c'est vraiment sympa. On en avait déjà bien sûr qui existait par exemple en mono bleu, hein, le garde de l'île d'Evos, qui était cool, mais c'est vrai qu'ici le fait d'avoir un petit boost en plus et de dire tour 3 je peux avoir une 3/3 vol qui attaque, ok, pourquoi pas, c'est bien, c'est de l'évasion, etc. En plus, bon, si vous accumulez, si par exemple vous faites des jetons vol, Kaikar par exemple, pourquoi pas, juste voilà, faire des jetons vol et dire j'ai encore plus de créatures avec le vol qui arrivent sur le champ de bataille, j'en fais 3 en même temps, boum, derrière mon gardien des sphères il va être boosté. En fait ça peut juste être une grosse bête à un moment. C'est assez intéressant, mais ce qui est dommage c'est qu'on n'ait pas de réel commandant qui joue
avec le vol en fait. On a des commandants qui fonctionnent avec certains types de créatures, avec les sphinx, avec les oiseaux, mais là c'est vrai qu'une créature vraiment, enfin un commandant vraiment vol centré, ça serait peut-être un peu pété, mais ça serait bien qu'on en ait un moment. Parlons de l'incolore, on va parler du planétaire mécanique chromatique qui coûte 7, un artefact légendaire. Vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur. Vous l'engagez, vous faites 5 mana incolore. Ok. Pour 5, en l'engageant, piochez une carte pour chaque couleur parmi les parlants que vous contrôlez. Donc là, littéralement, on est sur quelque chose qui va vouloir que vous ayez énormément de couleurs. La capacité activée, en fait, je pense qu'à partir du moment où vous êtes dans un deck tricolore, ça peut être intéressant parce que pour 5, piocher 3 cartes en l'engageant, ça peut être pas mal, voilà. Derrière, bon, le fait que vous puissiez lancer, utiliser le mana comme vous le souhaitez, ben, c'est encore mieux que pour la lanterne chromatique, techniquement. Puisque du coup, même le mana incolore généré par vos artefacts peut être utilisé de n'importe quelle façon. C'est un artefact dont du coup, dans les jeux artefacts, il va vouloir aussi rentrer, parce que un artefact pour 7 qui produit 5 mana, même s'il dit oui les couleurs, on s'en fout. Je veux dire, littéralement, on s'en fout. Le but c'est que vous puissiez réduire le coût assez rapidement. Dans un Breya, à mon avis, ça va être assez pété si vous pouvez réduire le coût rapidement. Voilà, je pense à Breya parce qu'elle est 4 couleurs quand même. Donc ça peut être très intéressant pour ça. Ça va être très spécifique, mais en même temps, ça peut être très utile en fait. Masticore traqueuse d'étincelles qui coûte 3, c'est une 3-4 Masticore, créature artefact. Et en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. Il a la protection contre les Planeswalkers, voilà. Bon, les Masticores demandent toutes de défausser une carte, bien sûr. Pour 1, il inflige une blessure à un Planeswalker ciblé. Et pour 3, il acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Alors, j'aime beaucoup parce que déjà, il peut acquérir l'indestructible comme ça, pour 3 mana, c'est assez intéressant. Le fait aussi qu'il inflige directement des blessures à des Planeswalkers, ça fait que, littéralement, vous pouvez pinguer à distance avec la Masticore. Et en plus, les Planeswalkers ne peuvent pas la gérer, il a la protection contre. Donc voilà, c'est très intéressant, extrêmement intéressant. Donc voilà, je l'ai mis parce que c'est vraiment intriguant, en fait. Il y a ce côté, voilà, pourquoi pas gérer les Planeswalkers à distance avec cette Masticore. Le sanctuaire animalier, c'est un terrain qui fait du mana incolore, mais aussi qui permet pour 2 en s'engageant de mettre un marqueur +1/+1 sur une cible oiseau, chat, chien, chèvre, bovidé ou serpent. Bah oui, je veux dire, littéralement, on a ces types de créatures-là. Alors bon, il y en a quelques-uns qui sont pas trop utilisés, mais oiseau, ça fonctionne, les créatures avec le vol. Chat et chien, du coup, on va en reparler bientôt, mais ça a l'air d'être pertinent. Chèvre, bon, c'est plutôt marrant. Bovidé, c'est pareil, c'est drôle. Et serpent, ça se joue vraiment, hein. Je tiens à vous rappeler qu'il y a des decks serpents qui existent, et qui sont assez forts, ma foi. Alors, je vous en ai pas parlé au tout début, même si c'est un nouveau commandant également, c'est Rin et Seri, inséparables. C'est la Buy Box, en fait, de cette édition M21. Du coup, c'était une créature légendaire, chien et chat, voilà, pour réunir les deux côtés, qui coûte 4, dont un rouge, un vert et un blanc. C'est une 4-4, et à chaque fois que vous lancez un sort de chien, vous créez un jeton 1-1 chat. Et chaque fois que vous lancez un sort de chat, vous créez un jeton 1-1 chien. Voilà. Et pour un rouge, un vert, un blanc, en l'engageant, Rin et Seri, inséparables, infligent à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de chiens que vous contrôlez, et vous gagnez un nombre de points de vie égal au nombre de chats que vous contrôlez. Très intéressant en fait. Le fait est que, alors sans dire oui, alors ce tribal chien-chat, oui c'est marrant, tout ça. Non, en dehors de ça, je pense que c'est réellement intéressant parce qu'on a une génération de jetons en fait. Littéralement, vous lancez des sorts de créatures qui correspondent du coup au type du commandant, hein, littéralement. Et dire voilà, je vais créer des chats, je vais créer des chiens. Ça fait que vous avez des jetons en plus éventuellement à simplement pour bloquer. Et c'est littéralement de l'augmentation de body quoi. C'est je vais lancer un chien, je fais un chat en plus. Donc littéralement j'ai 2 créatures qui arrivent sur le champ de bataille alors que j'ai lancé qu'un seul sort. Qui plus est, les chats et les chiens sont assez peu chers dans Magic, soyons honnêtes. Donc du coup ça veut dire que vous pourrez en lancer assez rapidement beaucoup. En plus on a de bonnes couleurs, blanc, rouge, vert, on est typiquement les couleurs où il y a les meilleures créatures de ce type là. Donc voilà, c'est pas dérangeant. Et en plus derrière voilà la petite capacité activée pour dire tiens je te fous une baffe sur ta créature là parce que j'ai beaucoup de chiens, beaucoup de chats. Voilà, c'est vraiment l'effet un peu meute et j'aime beaucoup. C'est très intéressant au niveau du design. Alors à voir, je sais que beaucoup vont se précipiter dessus en disant oh mon dieu je veux absolument la jouer. Parce que oui les chiens, les chats, d'accord je comprends la hype. Mais voilà, soyez raisonnable, regardez un petit peu, faut vraiment, à mon avis c'est très calculé. Hein. Voilà, il faut regarder vraiment les cartes qui sont très intéressantes dans ces deux types là. Éventuellement qui sont pas trop chers, et pourquoi pas aussi s'intéresser par exemple au doublage de jetons. Je veux dire, on a du blanc-vert, donc ça marche plutôt bien, la procession consécratrice, vie parallèle,
Bon, Doubling Season c'est peut-être un petit peu excessif, mais voilà. Mais en tout cas, ça promet vraiment d'être super. Et il y a également un cycle que j'ai mis de côté dans les nouvelles cartes de l'extension. Ce sont tout simplement les sanctuaires, les reliquaires en fait qui sont de retour. Un sous-type d'enchantement, sur les enchantements légendaires à chaque fois. Et en fait on en a 6, on en a un multicolore et un de chaque couleur. Et je voulais les aborder à part un petit peu, plutôt que de les aborder dans chacune des couleurs, ça aurait été un peu ridicule. Déjà on va parler du sanctuaire multicolore, le sanctuaire du grand tout, qui coûte un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert. Évidemment. Et au début de votre entretien, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte de reliquaire et la mettre sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. C'est bien parce que ça va chercher dans le cimetière aussi, c'est cool. Et ça cheat littéralement le coup de mana quoi. Si une capacité d'un autre reliquaire que vous contrôlez se déclenche pendant que vous contrôlez au moins 6 reliquaires, cette capacité se déclenche une fois de plus. Intéressant, alors ce qu'il faut savoir, parce que bon, du coup là on a 6 reliquaires, et techniquement il y en avait 5 autres qui avaient été édités dans Kamigawa, donc techniquement on en a 11 qui existent actuellement. C'est intéressant, mais, je vais dire mais tout de suite, ça limite énormément en fait. Autant la première capacité elle est bien, elle est cool, mais la deuxième, du coup ça fait que le double déclenchement c'est ce qu'on veut généralement. Mais c'est pas vraiment le top du top, je veux dire. La deuxième capacité elle est bien, mais ça demande un setup assez particulier. Et du coup, bon, alors, il y en a qui ont commencé à dire oui, Tribal Sanctuaire, Tribal Reliquaire, ça existe, tout ça. Maintenant qu'il y a le Sanctuaire en plus, d'accord, ok. Les seuls, enfin, pour moi, le seul commandant avec qui j'envisagerais, c'est tout simplement Cissé, Captain Cissé de Modern Horizon, qui est 5 couleurs, donc du coup ça fonctionne bien, qui va chercher elle-même des cartes légendaires et les met sur le champ de bataille. Donc du coup ça peut fonctionner aussi pour le sanctuaire, n'importe quel sanctuaire, celui-ci ou les 5 autres dont je vais vous parler. Donc voilà, mais c'est assez limité, et surtout en fait ça fait que 11 cartes dans le deck quoi. Donc du coup il faut quand même le reste aussi. Le sanctuaire blanc, c'est le sanctuaire de la lumière paisible qui coûte 1 blanc, et pour 6 dont 1 blanc, vous pouvez engager la créature ciblée, cette capacité coûte 1 de moins à activer pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Alors tout le monde m'a dit, oui mais le reliquaire blanc, regardez, il est nul par rapport aux autres. Oui, les autres sont intéressants, d'accord, ok. Mais le sanctuaire blanc en fait, là il a un avantage par rapport aux autres, il ne coûte que 1 mana. C'est littéralement le sanctuaire le moins cher. Donc du coup, je pense que globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que le sanctuaire blanc, ça va être celui que vous allez poser en premier, et ensuite derrière les autres vont arriver et il va faire une plus-value sur eux. Parce qu'évidemment à chaque fois ça compte au niveau du nombre de sanctuaires que vous contrôlez. Donc voilà. Et du coup ça fait que techniquement à chaque fois, alors en plus c'est pas chaque autre reliquaire que vous contrôlez, c'est chaque reliquaire que vous contrôlez. Donc lui-même, déjà la capacité elle coûte pas 6, elle coûte que 5 déjà de base. Puisqu'il se compte lui-même. Donc vraiment intéressant là-dessus, je pense que c'est juste une petite value et qu'en fait ben, vous allez avoir rapidement... Enfin, je pense que rapidement vous aurez 2-3 reliquaires si vous jouez au tour. Et du coup la capacité elle sera sympa. Mais surtout en fait pour un blanc, vous avez eu un reliquaire en plus qui va permettre d'activer les autres plus facilement. Un seul problème aussi, c'est que malheureusement le sanctuaire du grand tout, le 5 couleurs, il s'occupe uniquement des déclenchements de capacité. Sauf que là c'est une capacité activée, donc c'est un petit peu moins bien. Le sanctuaire des eaux calmes, donc le reliquaire bleu qui coûte 4 dont un bleu. Au début de votre première phase principale, vous pouvez piocher X cartes, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Alors c'est vous pouvez, c'est plutôt sympa. Et derrière, bon, l'effet de looting, c'est cool, mais je veux dire, si vous avez 3 reliquaires, vous dites, bah ok, je pioche 3, et je redéfausse 1, donc c'est très intéressant, là. Le sanctuaire est assez raisonnable, il coûte pas trop cher, il est vraiment efficace dans ce qu'il fait, et qui plus est, voilà, bon, bah si on a eu le sanctuaire blanc avant, donc ça veut dire pioche 2, défausse 1 à chacune de vos premières phases principales, c'est cool, c'est vraiment intéressant. Sanctuaire des crocs de pierre, le noir qui coûte 2 dont un noir, et qui dit que au début de votre première phase principale, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie. X est dans le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Très intéressant, en plus c'est chaque adversaire, il est extrêmement fort celui-ci, il coûte pas cher en plus. Donc c'est à dire que déjà, chaque tour vous êtes assuré d'avoir au moins, j'inflige 1 à chaque adversaire, je gagne 1. Si vous avez joué le blanc à côté en plus, bah voilà, c'est 2 et 2. Et voilà, c'est vraiment efficace. Il est très très bon celui-ci. Je sais pas si je le jouerai dans un deck, même qui ne joue pas de reliquaire, en fait, qui le joue juste lui pour pomper des points de vie, en fait, pour le gain de points de vie. Ça se discute, mais c'est très efficace. Le sanctuaire rouge, c'est le sanctuaire des hauteurs fracassées, qui coûte 3 dont un rouge, bien sûr. Et pour 1, défaussez-vous d'une carte de terrain ou de reliquaire, le sanctuaire des hauteurs fracassées inflige X blessures à une cible, créature ou planeswalker, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Alors lui, je le trouve vraiment pas bon, par contre. Parce qu'il coûte 3 déjà de base. Alors il nous demande de défausser spécifiquement, en ayant déjà payé du mana, une carte de terrain ou de reliquaire. Alors reliquaire c'est
illogique. Enfin, je veux dire, en commandeur, déjà, pour nous, ça... Bah, étant donné qu'on aura un seul exemplaire de chaque, ce sera pas utile. Donc du coup, terrain, bah ouais, ok, d'accord, mais bon, bof. Et en plus, ça inflige uniquement aux créatures ou aux planeswalkers. Ça ne le fait pas sur les joueurs. Donc c'est vraiment trop léger, quoi. Alors en plus, il avait pris en compte, par exemple, le nombre de sanctuaires dans votre cimetière, éventuellement. Ou alors dire, bah si c'est une carte de reliquaire que vous défaussez, vous infligez des blessures en plus, pourquoi pas 2 en plus. Ça aurait été intéressant, mais là, non, c'est trop mauvais, c'est pas bon. Le sanctuaire vert, c'est le sanctuaire des récoltes abondantes qui coûte 3, dont 1 vert. Et au début de votre première phase principale, vous ajoutez X mana de la couleur de votre choix, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Alors dans un deck 5 couleurs, c'est vrai qu'on est là, ouais, ok, ben écoute, une couleur à choisir, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu moins bon. Mais en fait, je me rends compte aussi que ce sanctuaire-là, dans un deck tout court, en fait, même sans jouer sanctuaire, bah derrière vous vous dites, bah ok, mais en fait pour 3, chaque début de tour, je rajoute un mana vert en plus à ma mana pool. C'est sympa. Alors en plus, si vous avez un autre reliquat que vous jouez, parce que vous jouez en bicolore, je sais pas, vous jouez noir-vert, lol, vous jouez du coup les deux, vous êtes là, je pompe des points de vie, en plus je fais du mana en plus, lol, pareil, hein, ou le bleu-vert, hein, enfin honnêtement, enfin je veux dire, combinaison bleu-vert, pour moi, je suis là, ah ok, d'accord. Donc du coup, début de ma première phase principale, je vais piocher 2, je vais défausser 1, et en plus derrière, je fais 2 mana. Là, ouais, c'est pas mal quand même, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'est assez sympa vraiment comme sanctuaire, et je pense qu'il peut vraiment... fonctionner dans pas mal de decks en fait, même en dehors d'un deck sanctuaire. Bon alors je sais que ça fait déjà longtemps que vous m'écoutez, mais on va rusher un petit peu sur les réimpressions, sur toutes les rééditions de cartes, parce que, alors il y en a beaucoup, hein, il y en a des bonnes, mais je pense que j'ai pas grand chose à dire si vous connaissez les cartes, enfin si vous connaissez pas les cartes, faites une pause, si vous les connaissez, bah voilà, vous saurez de quoi je veux parler, je vais pas décrire les cartes une par une, et en fait, pourquoi je parle de autant de rééditions? Parce qu'en fait, on a beaucoup de rééditions qui sont des rares, des unco, des mythiques, qui sont très fortes dans le format, et en fait, ça change carrément des 2 dernières éditions de base, où on n'avait pas eu ce taux de réimpression aussi puissant. Donc, allons-y. En incolore, on a Hugin, le dragon esprit, qui est réimprimé. Oui, le premier Hugin, pas le deuxième. Ben, c'est extrêmement puissant, je veux dire, il est très bien, il gère beaucoup de choses, il fait des foudres. Enfin bon, c'est vraiment excellent, c'est un très bon Planeswalker. L'ange pourfendeur, alors voilà, c'est cet ange mythique qui est quand même 5-5 pour 5, et en plus qu'il y a une tonne de mots-clés derrière, c'est vraiment super puissant. Enfin, je veux dire, là, c'est juste stupide, quoi, c'est une très bonne carte. Et pour tous les adorateurs d'anges ou de mots-clés, ben, vous serez contents. La prêtresse du confinement, bah alors là, quand même, rééditer une carte qui avait été éditée exclusivement dans les decks commandeurs et qui était uniquement légale en commandeur en standard, j'avoue que c'est couillu. Parce que voilà, du coup, vous avez quand même cette possibilité du coup de gérer les créatures qui sont pas lancées en fait. Donc du coup, voilà, si vous avez, s'il y a eu du cheating de coup de mana ou qu'il y a eu, voilà, tiens, je pose une créature sur le champ de bataille, ah bah boum, voilà, la prêtresse de confinement, du confinement, elle est là pour ça. Antienne glorieuse, un grand classique pour booster toutes vos créatures. Chevalier de Vryn, qui est très bien dans les deck stacks en fait, qui va très bien avec Talia, etc. En bleu, on a Rembobinage, très très bon contre-sort. Vraiment, en plus, voilà, si vous avez des terrains qui font double mana par exemple, c'est très puissant, parce que ça permet d'en dégager 4 quand même. Je l'aime beaucoup, c'est très efficace, vraiment super. Abolir, du coup, voilà, qui permet de renvoyer un sort ou une créature dans la main de son propriétaire, très flexible. En noir, alors le noir c'est le festival, enfin, on a 2 cartes mais elles sont très bien. On a le précepteur sinistre d'un côté qui est quand même un rituel qui n'avait pas été réédité depuis Portal 1, qui était quand même, pardon, pas Portal 1, les deck starters de base de 1999, c'est pour vous dire, c'est une carte qui valait la peau du cul, on était littéralement à près de 200 €, je crois, pour la carte. C'est juste du coup un précepteur supplémentaire, un tuteur supplémentaire qui est très fort, voilà, qui... c'est un mélange entre précepteur vampirique et précepteur diabolique. Enfin, démoniaque. Enfin, démonique tuteur, vous le connaissez. Donc, diabolique, voilà. C'est un mélange entre les deux qui fait par des points de vie, qui va chercher directement une carte, mais qui coûte que 3. C'est très intéressant. La Guivre du Massacre à côté, une des meilleures cartes du noir en termes de Raceborn, en fait. Et en plus, qui, voilà, juste... accumule la value sur le long terme en disant bah oui, les créatures qui meurent, bah c'est bien, parce que du coup pendant ce temps-là, moi je te fais perdre des points de vie, lol. Et c'est très très fort, c'est très très bon, ça se joue dans pas mal de decks. En vert, et oui j'ai rien en rouge, en vert on a Culture, bah oui, Culture très bonne réédition, les joueurs de Commander l'adorent, c'est une très bonne carte de rampe, donc du coup bah voilà, let's go. En patte farouche, parce qu'aller chercher des grosses bêtes c'est plutôt pas mal, il paraît, et dans le format apparemment ça a l'air complètement stupide, donc vraiment une très bonne carte de Commander. Intervention héroïque qui est réédité, messieurs dames, s'il vous plaît, profitez-en, mettez la main dessus,
Prenez-en un bon paquet parce que c'est vraiment une des meilleures cartes du commandeur en termes de protection en vert, donc faites-vous plaisir, là c'est vraiment le top du top. Limon Nécrophage aussi en vert, bah, une très bonne carte de gestion de cimetière qui se booste, qui fait gagner des points de vie, c'est super, ça fonctionne du feu de Dieu. En incolore, on a 3 cartes qui sortent vraiment du lot, c'est le Mire de Palladium, bah tout simplement un Dork en incolore qui fait du 2 mana, voilà, j'ai rien à dire. Le Simulacre Solennel réédité, alors là ça faisait un moment qu'il n'avait pas été réédité dans les éditions standard, et je vous avoue que ça fait plaisir, parce que bon, avoir plus d'exemplaires de Simulacre Solennel, c'est quand même une très bonne carte. Et la crypte de Tormod, bah oui, gérer les cimetières adverses, enfin l'un des cimetières adverses, c'est toujours bien, surtout pour 0 mana. Non voilà, très bonne carte également. Et, attention, en terrain, alors oui, il y a pas mal de terrains qui ont été réédités, hein, voilà, bon, tous les terrains spéciaux, on a des temples et on a également les terrains qui font gagner des points de vie quand ils arrivent en jeu engagé. Je vais pas en parler parce que bon, c'est des cartes que vous avez vues récemment, etc. Mais il y en a une qui est rééditée, je ne sais pas pourquoi, c'est le Passage Merveilleux, qui vient de Troll d'Eldraine. C'est une excellente carte, hein, je veux dire, donc là, mettez la main dessus encore une fois. Vraiment, là, ils nous ont gâtés sur les réimpressions. J'en ai évoqué, quoi, une petite vingtaine, même pas? Bah non, peut-être un petit peu moins d'une vingtaine. Mais c'est vraiment très intéressant, très puissant. On a vraiment de très bonnes... Alors bon, pour faire le topo de l'édition, parce que voilà, je vais éviter de traîner trop longtemps. Pour faire le topo de l'édition, c'est une très bonne édition. Alors, déjà que côté réimpression, c'est une très bonne réédition, faut le dire. Là, les cartes que j'ai citées, c'est toutes des excellentes cartes qui sont vraiment jouées un peu partout dans le commandeur. Dans les nouvelles cartes, on a un peu de tout en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de versions un petit peu budget ou des cartes un petit peu budget qui seront sympathiques, qui vous éviteront d'aller chercher des cartes qui datent d'il y a 5, 10 ou 15 ans. Donc du coup voilà, ça peut être intéressant. Les commandants, je suis pas très hypé. Honnêtement, je pense pas que j'ai envie de monter un des commandants de l'extension. Voilà. Parce qu'ils sont tous très spécifiques, très bizarres, certains déjà vus un petit peu. Donc oui, ça va être un petit peu compliqué. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des commandants qui vous intéressent et que vous voudriez me voir monter, hein, mais voilà, personnellement, de mon point de vue très personnel, j'ai pas de commandant qui m'attire spécifiquement dans une direction. Voilà, j'ai pas envie de builder un commandant de cette édition-là. À part peut-être le deck chien et chat, mais bon, plus pour le LOLs, mais je le ferai peut-être plus tard, parce que là je pense que la hype va être un peu trop élevée pour le moment. On a d'excellentes nouvelles cartes en fait aussi derrière, je veux dire. On a des cartes qui sont très puissantes, voilà, on a vu qu'il y avait des cartes à combo, des cartes qui s'intègrent très bien dans les synergies déjà existantes, dans les stratèges déjà existantes, qui remplaceront peut-être même certaines cartes. On a aussi des cartes qui sont vraiment des versions, bah, comme on a dit, hein, plus budget, d'autres qui sont des réitérations de cartes qu'on a déjà vues, des nouveaux concepts aussi, c'est assez intéressant, et vraiment, il y a de tout, il y en a un peu pour tous les goûts en fait. Donc, vraiment, cette édition M21, je suis très content de l'édition. Alors, il y en a qui avaient dit, oui, alors on pourra attendre encore plus de power level, mais bon, honnêtement, pour une édition de base, elle reste quand même accessible aux nouveaux joueurs, parce que le but c'est qu'elle soit accessible, qu'elle soit compréhensible assez facilement, et c'est vrai que bah, là, les cartes sont faciles de prise en main, hein, mine de rien, et ça marche bien, et je pense que vraiment, on va se gaver sur cette extension-là. Il y a beaucoup de bonnes cartes, il y a beaucoup de choses intéressantes à builder, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'intégrer dans pas mal de decks commandeurs déjà existants, éventuellement quelques nouvelles stratégies qui peuvent voir le jour, pourquoi pas. Mais ouais, je suis très content. N'hésitez pas à dire dans les commentaires du coup ce que vous avez pensé aussi de cette extension Magic 2021. Et bah du coup aussi dire ce que vous avez pensé, si jamais il y a des cartes que vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord, d'autres que j'ai oubliées, que vous pensez qu'elles sont bien. On en parlera dans les commentaires ensemble, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord pour en discuter, il y a beaucoup de gens qui papotent dessus en ce moment. Donc voilà. Et il me reste plus qu'à vous dire une seule chose, c'est à la prochaine et salut à tous, bye bye!